fait que vous êtes venu. Qui va être a priori intéressant si vous parlez. Si vous ne parlez pas, aujourd'hui je ne parle pas. Ah bon? Donc oui, c'était marqué en tout petit, ici, en tout petit, il y a marqué que l'accent sera mis. Comme dans les contrats, il faut lire les petites lignes sur les expériences, et c'est d'après tout ce que vous allez amener que l'on pourra faire une belle conférence. C'est l'attraction. Voilà, on parlera du sujet d'attraction en fonction de tout ce que vous avez déjà réfléchi. Ah oui, Ah non, vous n'avez rien réfléchi. C'était marqué aussi, derrière, il faut tourner la feuille. Moi, je pense que ce qui m'intéresse. Donc, pour les prochaines fois, vous savez que vous avez un devoir à faire avant de venir et à remettre. Ou des questions. Et des réponses aussi, parce qu'on a tous une façon différente d'arriver à la solution. Alors, on va le revoir, c'est marqué plusieurs fois dans la suite, la loi d'attraction que l'on va regarder aujourd'hui, que l'on peut décomposer en aimant, aimer, émettre, donner, recevoir, émission, réception. On va voir comment ça fonctionne, mais j'insiste encore, principalement par rapport à vos expériences. Parce que moi je peux parler des heures, mais à la fin, après on me dit, on n'a pas à aborder tel et tel sujet, donc c'est important que vous abordiez, vous posiez des questions sur les sujets qui vous intéressent. Donc on a 1h30 à vivre ensemble. Le but c'est de savoir qu'on peut changer les choses. Donc le changement est possible. Et le but c'est que tout le monde a un bon fond, on a une bonne part de créativité, et c'est de trouver cette bonne part de créativité. Il faut éviter de dire non, parce que le non couple, et il vaut mieux proposer quelque chose. Au lieu de dire non, ça ne marche pas, ou non, c'est pas possible, ou non, quelque chose, proposer autre chose. C'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite pour trouver la solution. Donc on respecte le point de vue de chacun. Tout le monde a raison dans son référentiel, c'est important. Toute ressemblance est fortuite, ça veut dire qu'on ne parlera jamais de vous, mais que des gens qui sont dehors. Donc ne vous inquiétez pas. Mais amenez vos questions en disant « Je connais un copain, une copine qui dit telle et telle chose ou pense telle et telle chose ». Comme Alicia a dit, mettez votre téléphone sur vibreur pour ne pas oublier de le remettre en route. On a tous des qualités et des défauts. Moi, un de mes défauts, c'est de parler doucement. Mais le haut-parleur m'aide à parler beaucoup plus fort. Des fois, je fais des zooms, et puis je ne sais plus d'où on est parti, donc je vous demande où est-ce qu'on était, pour pouvoir m'aider un petit peu. Donc n'attendez pas la fin pour poser votre question, notez-les sur un papier, vous pouvez interrompre quand vous le souhaitez, si vous trouvez que je déraille. Donc n'hésitez pas à dire que vous avez un autre point de vue, et de l'étayer si possible, ou de montrer simplement un exemple pratique. On essaye d'éviter de rester dans la théorie, mais d'aller beaucoup plus dans la pratique que de rester dans la théorie. Donc, il y a une partie de conférence, mais questions-réponses, et puis après une partie où il n'y a que des questions-réponses si vous le souhaitez. Est-ce que il y a certaines personnes qui ne sont jamais venues pour que je fasse mon CV, sinon, si tout le monde est venu, bon, alors je vais faire rapidement mon CV, comme ça vous saurez. Donc je travaille en partie à Paris, à Marseille, je fais des conférences, mais beaucoup plus dans l'aide de la psychologie, donc en tant que psychologue, psychothérapeute, analyste. Donc 10 jours à Marseille, 10 jours à Paris, tous les 10 jours. Ma formation, elle est au départ ingénieur, puis après psychologue. Donc c'est pour ça que je fais souvent des dessins pour expliquer comment fonctionnent les problématiques et comment trouver des solutions surtout. Parce que l'ingénieur est basé comme ça pour trouver des solutions à toute problématique. Hier, je ne sais pas pour ceux qui s'intéressent, il y avait Apollo 13, une émission sur Apollo 13, et ils ont montré, ce que je ne savais pas, ils ont montré, quand ils ont envoyé Apollo 13, l'Apollo 13, en 69, il est parti avec un problème dans un réservoir. Et dans ce réservoir, arrivé sur place, la moitié du module a explosé. Donc, ils ne pouvaient pas revenir. Il faut 3 jours pour revenir. Ils avaient 14 heures de survie, d'oxygène. Et ils ont fait tout ce qu'il faut pour revenir. Et toutes les 10 heures, ils ont trouvé une solution pour arriver à ce qu'ils reviennent jusqu'au bout entier. Donc, c'est assez intéressant parce que 4 fois, la NASA, plus sur place, se sont entraînés pour trouver une solution, et à chaque fois, ils ont trouvé une solution. Alors que dès le début, ils partaient mourants, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solution. Ils ont dit, c'est pas grave, on met la trajectoire de retour, et on trouvera des solutions au fur et à mesure. Donc, dans une expérience comme ça, qui est prévue au pile de poil près, d'accord, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Être capable, 4 fois dans une mission de 3 jours de retour, de trouver des solutions qu'ils n'avaient pas au début,
Donc ils ont inventé des tas de choses, des tas de petits éléments pour arriver à garder les 3 astronautes en survie et les faire revenir sur place. Donc l'émission était assez impressionnante comme ça. C'est ce que on va l'aborder aussi parce que c'est le côté raison, cartésianisme et le côté intuition. Donc c'est le côté masculin-féminin que tout être humain a en soi. Et souvent on dit, surtout par rapport à ce que je vous explique, souvent, comme je suis assez cartésien, mais j'adore l'intuition et je travaille beaucoup avec, mais comme je démontre tout, y compris l'intuition et beaucoup d'autres choses, comme je démontre tout, très souvent, vous êtes en train de dire, enfin de temps en temps, vous êtes en train de dire que, mais elle est où la part de quoi? D'imprévu, la part de Mystère. Mystère, la part de Hasard. Hasard, la part de souvent quand on dit que tout est planifié, donc les gens n'aiment pas tout planifier. Pourquoi? Parce que Le rêve d'imaginer. imaginaire, de quoi encore? Oui. Le rêve, non. Magie. Oui, Magie. souvent il y a un terme beaucoup plus... Le hasard. On l'a dit aussi. Improvisation. Imprévu, voilà. Imprévu. Donc ou mettons, c'est encore un autre terme, mais qui est beaucoup plus proche imprévu que celui-là. Imprévu est plus proche de celui-ci. Où est la part de... Inattendu. Prévisible. Inattendu, mais encore plus que ça. C'est un mot très féminin, que souvent, c'est pas trop l'intuition. Quand justement on prévoit tout, les gens disent, moi je ne veux pas tout prévoir parce qu'il n'y a plus de place à La spontanéité. spontanéité. Voilà. Donc le mot spontanéité est important. Et on s'aperçoit que même dans des choses hyper cartésiennes, même si vous prévoyez votre planning, souvent on donne cet exemple, sur une journée complète ou sur 2 jours complets, essayez de voir après tout ce qui s'est vraiment passé par rapport à votre planning. Vous allez voir qu'il ne s'est pas produit à 100%. Il s'est produit grand maximum à 80%, en moyenne à 50%, sinon moins. Donc vous voyez tout l'imprévu qu'il y a. Et ce qui était bien dans cette émission, c'est que ça montre encore beaucoup plus que même si on part d'une façon très cartésienne, tout programmé, qu'il peut arriver des incidents sur lesquels rien ne puisse fonctionner. Donc c'est la même chose dans une relation, parce que la NASA avec le LEM, c'est une relation. C'est comme 2 individus entre eux. Au bout d'un moment, la relation pète. Au bout d'un moment, il y a une explosion d'un côté, chez un individu, donc dans le cockpit, dans l'appareil. Et en fait, l'appareil est constitué de 2 parties. Une partie qui sert à amérir, à lunir sur la Lune, une partie qui sert à voyager. Donc ils ont fait le va-et-vient entre les deux pour pouvoir revenir sur Terre, entre autres. Mais il y avait encore d'autres problématiques, enfin d'autres éléments. Pour trouver l'oxygène, à un moment, ils ont dû couper toutes les alimentations. C'est-à-dire ils ont voyagé à l'aveuglette. Donc tout était... c'est une trajectoire, donc tout est envoyé, tout est prévu, mais ils ont tout coupé. Et ils ne savaient pas si 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, quand ils rallumaient, ils seraient encore sur la bonne trajectoire. Donc ils ont dû faire en plus avec la foi, avec la confiance, et ainsi de suite. Et dans l'exemple de cette émission, vous pouvez encore la trouver sur la 5 sur Internet, dans l'exemple de cette émission, ce qui est passionnant aussi, c'est que des moments, c'était 30 ingénieurs de la NASA qui se penchaient pour trouver une solution, et ils trouvaient la solution 1 heure ou 2 après, et à d'autres moments, entrez. Bonsoir. Et à d'autres moments, c'était pas les ingénieurs de la NASA qui trouvaient. Venez, entrez. Donc, certains moments, c'était 30 ingénieurs de la NASA qui se penchaient sur la problématique et trouvaient une solution. Et à d'autres moments, c'était les 3 astronautes, un des 3 astronautes qui trouvait la solution pour tout le monde. Donc ça, c'était aussi intéressant, parce que malgré toutes les fortes têtes qu'il y avait, ça pouvait être un seul individu, à l'endroit le plus mal placé, donc avec sa vie en jeu, qui trouvait la solution. Donc on était sur le CV, on continue là-dessus. Donc, dans mon CV, il y a aussi des études dans le psychisme et la périnatalité. Donc le psychisme, on verra pourquoi. La dictologie, la santé des médecins, la gestion des conflits, et l'Alzheimer aussi, on pourra en parler. Il y a des cas dans l'Alzheimer qui sont intéressants, mais dont je me sers, mais je ne vous le dis pas toujours. Après, dans la thérapie, j'ai été formé donc à l'EMDR, à l'analyse, à la relaxation, au comportement alimentaire, à la dissociation, à la systémie, à l'hypnose, et ainsi de suite. Je travaille généralement dans plusieurs domaines, donc que ce soit le domaine professionnel, que ce soit l'administratif, ou
en cabinet. Donc, de temps en temps, lorsqu'il y a des agressions, lorsqu'il y a des braquages, lorsqu'il y a des suicides, en cellule d'urgence. Donc tout ça est repris sur un site, qui est celui-ci, et qui est détaillé pour le particulier, par rapport à la thérapie, par rapport aux entreprises, par rapport aux expatriés, parce que j'ai longtemps aussi travaillé en Outre-mer. Et la TSCI, c'est une technique de schéma de communication intégrative que l'on verra aussi pour aborder le chemin. Ce que l'on verra, ce sont des schémas, que l'on verra ensemble si besoin, qui ont cette figure, ces configurations-là. Par contre, là, ils sont finis, et moi, je les dessine au fur et à mesure, et je les explique au fur et à mesure, sinon, ça serait assez incompréhensible, mais on verra que c'est toujours dans une dualité constructive, c'est-à-dire qu'en nous, on a du masculin et du féminin. Très souvent, on croit qu'on n'a que l'un ou que l'autre, ou qu'on n'utilise que l'un ou que l'autre. Donc on a été fixé soit d'un côté, soit de l'autre. Et on a plus de blocages que de solutions. Donc on va regarder les solutions de notre côté masculin, de notre côté féminin, par rapport à tout ça. Et ça, ce sera peut-être quelques schémas que l'on abordera ensemble en fonction des questions que vous allez poser. Alors, je coupe là parce qu'on pourra en avoir pour 2 heures de présentation. On revient au sujet. Donc c'est au niveau de la loi d'attraction, du côté aimant, aimer, émettre, donner, recevoir. Donc si on prend simplement la loi d'attraction, on peut dire 100 millions de choses sur la loi d'attraction, parce que vous avez déjà des tas de films qui existent là-dessus, vous avez des tas de conférences, par exemple, Le Secret entre autres, et bien d'autres, comme boîte de blip, et encore bien d'autres. On va essayer, nous, de l'appliquer beaucoup plus à la relation homme-femme, à la communication, à toute relation, parent-enfant, patron-employé, moi et un projet, moi et l'univers, moi et quelque chose qui existe et quelque chose qui n'existe pas. Si on fait simple, dans ces dualités, c'est aussi le visible et l'invisible. Si on s'amuse à regarder le visible, et si on prend le corps humain, la peau est ce que l'on pourrait voir de visible. Est-ce que la peau peut cacher quelque chose? Oui, non? Il cache quoi? Ce qui est à l'intérieur. Donc ce qui est à l'intérieur est a priori invisible. D'accord? Donc il faut savoir que, en base, c'est grossier mais c'est facile à comprendre, ce qui est visible cache souvent l'invisible. Et de là, on peut arriver aussi à trouver que toute injustice visible n'est que justice invisible. Toute injustice visible, tout ce qu'on peut considérer comme injustice qui vienne à notre niveau, c'est une justice invisible. On détaillera si besoin. Toute injustice, tout ce que tu considères être injuste pour toi, a une raison dans l'univers, donc qui fait partie de la loi d'attraction, émission, répulsion, etc. Donc à chaque fois qu'on peut croire qu'on vit une injustice, c'est pas une injustice. Elles sont hyper rares, les injustices, c'est une sur des centaines de milliards, et l'univers fait tout ce qu'il faut pour les rétablir. Donc même si éventuellement vous êtes victime d'une vraie injustice, vous serez rétribué 1000 fois plus, si c'est le cas. Mais ça arrive presque jamais. Si on s'amuse à regarder la loi d'attraction, simplement attraction. Ici, pour ceux qui connaissent le langage des oiseaux, est-ce que quelqu'un nous expliquer ce que c'est que le langage des oiseaux? Dans la philosophie, dans l'ésotérisme? Alors, on a un volontaire. Alors, le langage des oiseaux, il y a plein de façons de le définir, mais en fait, c'est écouter le mot d'une autre façon. Si on l'écoute, si on écoute chanter le mot, qu'est-ce qu'il voudrait dire? On l'a déjà plusieurs fois fait. On l'a fait par exemple avec un mot qui s'appelle dangereux. Le mot dangereux, quand on dit à quelqu'un, c'est dangereux ce que tu fais. Ou la personne est dangereuse. Donc dans le mot dangereux, si on prend le langage des oiseaux, ça donnerait quoi? Comment pourrait-on l'entendre autrement que tel qu'on l'a appris? Si on s'amuse à décomposer le mot à différents endroits. Oui. Dangereux. Donc souvent, quand dangereux, si vous l'écoutez différemment dans la phrase, vous verrez que c'est beaucoup plus en lien avec un dangereux qu'avec quelqu'un de dangereux. Non, c'est pas très loin, mais c'est dans les phrases. C'est-à-dire que si on parle d'un tueur, c'est sûr qu'il est dangereux. Mais très souvent, lorsque on vous accuse à tort de quelque chose, vous verrez que l'dangereux est présent. Là, on va regarder au niveau de l'attraction. Comment est-ce qu'on peut décomposer ce mot attraction?
Alors en effet, on peut avoir, comme certains l'ont dit, déjà action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après. Oui. Donc, si on prend ces deux mots, ça pourrait dire quoi? L'attrait en mouvement. Attirer. Voilà, donc on peut être attiré. On peut être. Si, on verra que si on est attiré, si on attire quelque chose, ça sous-entend aussi l'inverse. Au niveau des lois, on repousse autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une couleur, on va dire si j'ai une couleur politique, je peux attirer la même couleur et je peux repousser les autres. Mais en même temps, les autres peuvent me critiquer. Lorsqu'ils me critiquent, je les attire. Donc, à tout instant, j'attire et je repousse tous les individus, qu'ils soient de mon bord ou pas. Au niveau du premier mot, attraction, si on prend le premier, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre sonorité encore? Si vous redites-vous le mot dans la tête, n'oubliez pas de mettre le téléphone sur vibreur, ça sera simple. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, mettez-le sur vibreur. C'est pas un souci. Ça y est, Reprenez le premier mot, je ne vais pas le prononcer parce que je vais vous donner la solution. Que le premier mot, celui-ci, la première partie. Dites-le en vous plusieurs fois, rapidement, et vous avez... Alors c'est quoi? C'est quoi l'âtre? C'est le foyer. C'est le foyer. C'est le foyer. Alors le foyer, ça pourrait être quoi d'autre? Le foyer, outre la maison. Soit Par rapport à soi, ce serait quoi? L'intérieur. Oui, le cœur. Le cœur. D'accord? Donc l'âtre, donc ça serait notre cœur, ça serait notre créativité, ça serait notre étoile, donc ce qu'on est au fond de nous, qui se met en action. Donc ça sous-entend que par rapport à toutes les attractions qui existent dans l'univers, ça a une résonance forte avec notre cœur, et ça met en action énormément ce qui est au fond de nous. Ça propulse ce qui est au fond de nous. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'univers. L'univers fonctionne comment? Il est parti, soi-disant, de rien, et il grandit à vitesse grand V. Donc à plusieurs fois la vitesse lumière. Donc s'il grandit comme ça, c'est que tout grandit comme ça. Tout grandit à tout instant, très très vite. Et dans cette propulsion, l'univers grandit vers quoi? Vers une évolution. Donc l'attraction nous pousse notre âtre, notre cœur, à aller aussi dans cette action de grandeur. Et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut encore composer le mot différemment que tel que vous l'avez décomposé? Tract. Alors, Traction. comment est-ce que vous pouvez... Traction. Oui, alors, les deux mots, s'il vous plaît. Le A, c'est privatif, non? Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont connu la traction, les tractions, une traction, qu'est-ce que c'est? C'est tiré. À l'époque, c'était quoi à l'époque une traction? Oui, c'est une voiture. Donc, ça existe toujours, traction avant, traction arrière. C'est aussi quelque chose qui tire. D'accord? Donc, dans la traction, il faut ne pas oublier qu'il y a aussi l'action, mais il y a aussi la traction. Donc, face à ça, face à l'univers, il existe une phrase d'ailleurs dans Le Secret qui dit que l'univers entier conspire contre nous. Ça veut dire quoi lorsqu'on dit que l'univers entier conspire contre nous? Ça veut dire que, quoi que l'on fasse, à tout instant, l'univers, déjà le corps humain, le microcosme, le macrocosme veut dire quoi? Veut dire que si tous les jours le corps humain, on fatigue son corps humain, on fatigue sa chair, son cheval, si tous les jours on le fatigue, toutes les nuits, le corps se rectifie, se redresse, se réactualise. Mais ce qu'il fait entre le jour et la nuit, il le fait aussi à chaque fraction de seconde. À chaque fraction de seconde, on le fatigue et il fait tout ce qu'il faut pour se redresser. À tout instant, il économise un maximum, à tout instant, il rectifie pour rester en vie et pour être efficace. Donc, si l'univers fait ça, si on le fait, ça se passe aussi par rapport à, je ne sais plus d'où je suis parti, par rapport à l'attraction, c'est-à-dire lorsque l'univers fait ça pour nous, c'est-à-dire que non, c'est voilà, l'univers conspire contre nous. C'est-à-dire à chaque fois qu'on se dévie,
il fait tout ce qu'il faut pour nous remettre sur la bonne place. D'accord? Donc de la même façon que notre corps le fait, tout autour de nous le fait. Tout est construit pour ça. Si on donne un autre exemple de tout ce qui est dévié, voilà. C'est que, par exemple, en Occident, ici, on dit, la majorité des gens disent, j'en ai marre, j'ai encore ramassé une claque. Parce qu'on parle d'attraction, j'ai encore ramassé une claque. Ramasser une claque, c'est quoi? Physiologiquement, physiquement, donc on a dit qu'on restait dans la pratique, c'est quelque chose qui se passe comme ça. C'est, j'ai quelque chose qui vient à mon contact. Si on voit les choses en sens inverse, plus à l'occidental mais à l'oriental, et si on voit que l'univers grandit, que nous on grandit, ce n'est plus quelque chose que je reçois. C'est quoi? C'est un signe. Oui, mais symboliquement, si ce n'est pas ça, c'est l'inverse. Donc l'inverse c'est quoi? C'est moi qui rencontre, donc un signe, c'est moi qui rencontre une information. C'est pas mon parent m'a fait une claque, c'est pas l'univers n'est pas content, c'est pas je suis maudit, c'est en progressant, j'ai rencontré une information. J'ai rencontré un panneau, et souvent on se dit quel con je suis. En fait, sur le panneau, il y a marqué le chemin qu'on doit prendre, mais on voit que le mot con. Alors on dit quel con je suis, mais en fait, si je prends la distance, le chemin qu'on doit prendre pour aller là-bas, ça passe par là. Comme quand on est dans un bateau, on doit tout le temps tirer de bord pour arriver là où on veut aller. La ligne droite existe, mais c'est pas tout le temps possible. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire à chaque fois, on doit tirer de bord, on doit se rectifier. Soit on le fait de soi-même, soit le corps le fait, soit l'univers le fait. Donc l'attraction, c'est aussi ça. Alors, dans certaines définitions du dictionnaire, on peut trouver ce qui est noté ici. C'est-à-dire que l'attraction, c'est aussi un événement qui attire des personnes par rapport à un spectacle. Le spectacle, dans la philosophie, c'est aussi la divine comédie. D'accord? Donc la divine comédie, ça serait quoi philosophiquement ou par rapport à nous? On est sur la Terre, et la Terre est une scène de théâtre. Une grande scène de théâtre, une grande scène de jeu. Donc pour comprendre l'attraction, il faut comprendre aussi que on est tous là pour s'amuser. Se prendre la tête, certains s'amusent en se prenant la tête. Certains s'amusent, c'est leur plaisir. Sur la scène de théâtre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois des disputes, des conflits, quand on va au théâtre, on les voit. Des fois, il y a des gens qui meurent. Et puis une fois que le théâtre est fini, le rideau se ferme, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient en conflit font quoi? S'embrassent. Ceux qui sont morts font quoi? Se réveillent. Se relèvent, se réveillent. Ok? Et le rideau s'ouvre, et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et qui les applaudit? Les inconnus qui les regardent. Voilà. Ce qu'il faut donc essayer de voir, c'est que si la planète Terre est une scène de spectacle, et si c'est nous qui sommes sur les acteurs, qui sont les spectateurs, puisque le monde visible cache le monde invisible. On est spectateur, on est acteur. On est acteur et spectateur. En fait, tout ce qui est visible serait les acteurs. La scène, c'est ce que l'on voit, puisque c'est là où il y a les feux, puisque le reste est éteint. D'accord? Le reste est en ombre, comme au cinéma, donc ça ne se voit pas. Mais à la fin du spectacle, à la fin de la divine comédie, voilà, tout est découvert. Donc ça veut dire que ce monde invisible existe bien. Maintenant, on pourra en parler si besoin. On est plus dans la loi d'attraction, mais pas trop encore dans l'invisible. Mais on pourra en parler, mais il faut savoir qu'il y a des connexions, c'est-à-dire que qui irait jouer du théâtre devant personne? Il n'y a pas d'acteurs qui veulent y jouer du théâtre, c'est la personne. Est-ce qu'il y a des comment on appelle ça, des artistes qui chantent? Est-ce qu'il y a des grands chanteurs qui iraient donner un concert avec personne? Pourquoi? C'est pour le plaisir de donner. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part donner? Recevoir. Recevoir. Donc plus les spectateurs sont orientés vers le chanteur, le conférencier, etc., plus il reçoit, plus ça le motive à donner. Voilà. S'il n'y a personne, ça ne marche pas. C'est pas parce qu'il ne va pas le faire à vide, c'est parce qu'il ne sent pas l'énergie qui arrive et il ne peut pas redonner tout ce qu'il reçoit. D'accord? Ça fait partie aussi de l'attraction. Ça fonctionne de la même façon à tous les niveaux. Que ce soit entre un
chanteur et une scène de théâtre, entre un homme et une femme, entre moi et un projet, entre moi et l'achat d'une voiture, entre moi et un enfant, et ainsi de suite. Entre moi et une peur, entre moi et une conception, tout fonctionne de la même façon. Il faut juste changer les référentiels ou les acteurs qui sont à l'intérieur. Si on prend la suite, le deuxième, un manège, association forte. Un appareil procurant aux passagers des accélérations importantes. Donc c'est toujours dans l'attraction, mais comme je vous ai dit, c'est bien de prendre des exemples pratiques, et quand on prend le dictionnaire, on peut s'amuser aussi à voir tous les parallèles. Donc quel parallèle on peut faire avec cette deuxième phrase et tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent? Sensation. Voilà, sensation forte, ça veut dire que est-ce que si on se prend la tête, on a des sensations plus fortes que si on s'amuse dans la vie? Généralement, les sensations plus fortes sont quand on s'amuse. Un appareil procurant aux passagers des accélérations importantes. L'appareil. Oui, mais l'appareil par rapport à ce qu'on a évoqué de l'univers, ça serait quoi? Donc ça serait cet univers qui donne des sensations importantes parce qu'il grandit. Il grandit à chaque instant. Et si vous vous amusiez à aller à la vitesse à laquelle il va, que ce soit dans un appareil ou tout seul, vous verrez que ça vous donne des sensations fortes. Simplement, pour ceux qui sont amusés à faire des corporations, simplement celle-ci donne des sensations fortes. Et autres. Le parc d'attractions. Lieu proposant ce genre de divertissement. Alors le parc d'attractions pourrait être quoi, ce parc d'attractions, par rapport à ce qu'on a dit? La planète Terre. La planète Terre est un parc d'attractions puisqu'on est là pour jouer dans différentes attractions. Donc on est au sein de différentes attractions. Ces différentes attractions, ça peut être quoi? Donc ça peut être ce que j'aime pas. Ça peut être les gens avec lesquels j'ai plus d'affinité et ceux que je ne veux pas voir. Ça peut être les lieux, ça peut être les couleurs, ça peut être les musiques. Donc tout ce qui a de l'attraction pour moi va m'attirer. Tout ce qui n'en a pas va me repousser. Et ainsi de suite. Donc attraction interpersonnelle, passage d'une relation amicale à une relation amoureuse entre deux individus, ou d'une relation amicale à une relation professionnelle, ou l'inverse, d'une relation professionnelle à une relation amicale, et ainsi de suite. Attraction, une force qui rapproche deux masses, dont la gravité. Alors, deux masses, c'est deux individus, dont la gravité, qui est dans les masses. Donc, pourquoi cette définition est intéressante? C'est parce qu'on vit sur une planète où il y a de la gravité. Ce qui est intéressant, c'est que la gravité, d'une part, ça veut dire que les objets tombent. Mais en même temps, rappelez-vous, ce qu'on voit souvent, c'est que dans notre éducation, comment on nous éduque par rapport à ce mot gravité? Qu'est-ce qu'on nous dit? Mon enfant, tu te rends compte ce que tu fais que c'est grave? Donc, par rapport au type de phrase que l'on reçoit, c'est grave ce que tu fais, arrête de faire l'imbécile, et ainsi de suite, ça accentue encore plus la gravité. Donc, est-ce que la gravité, par rapport à l'attraction, ça donne quoi? Est-ce que plus il y a de gravité, est-ce que plus l'attraction est possible ou moins elle est possible? Alors, plus il y a de gravité, moins l'attraction est possible. Maintenant, dans l'invisible, les forces sont compensées. C'est-à-dire qu'il y a moins d'attraction, donc il y a moins d'évolution. Donc, plus on est grave, plus on est lourd, plus on est fixe, moins on peut évoluer, moins on peut progresser, moins on peut se propulser. Donc, le côté gravité est aussi important parce que ça supprime beaucoup l'attraction. Donc l'attraction en grammaire, c'est la contamination d'un mot relatif par son précédent. Donc ce qui m'intéresse, c'est le mot. Donc si on prend les individus, donc c'est deux individus qui se contaminent, l'un par l'autre. On l'a souvent vu, on le verra après, par rapport à quand on dit que il déteint sur moi, ou je déteins sur lui. Donc le fait de mettre une teinte sur quelqu'un, ou de donner sa teinte pour que quelqu'un veuille la prendre, c'est comme une contamination. La contamination, on connaît la contamination physique au niveau des virus, mais tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ça existe au niveau physique, mais ça existe au niveau émotionnel, ça existe au niveau intellectuel, au niveau spirituel, ça existe à tous les niveaux. Un exemple qui le démontre, c'est les dérives sectaires. Lorsqu'on rentre dans quelque chose de dogmatique. C'est pas un virus physique, c'est un autre virus, un autre type, qui peut être en partie émotionnel, en partie intellectuel, en partie spirituel. Alors, par rapport à ce type d'éléments, si on s'amuse
dessiner un individu qui peut avoir des pensées négatives et des pensées positives. Alors, pourquoi les pensées sont dessinées comme des êtres humains? Parce que ce sont nos créations. C'est moi qui crée des pensées positives ou des pensées négatives. Donc, ce sont dans la philosophie, dans l'ésotérisme, ça s'appelle des élémentales. Mais ce sont nos enfants, ce sont nos entités, nos créations. Un enfant est de notre créativité. Donc à chaque fois que j'ai une pensée ou un regard, quelque chose que je dis ou que je ne dis pas, de positif ou de négatif, je crée soit un petit diablotin qui me tire vers le haut, soit vers le bas, soit un petit ange qui me tire vers le haut. Donc soit l'un, soit l'autre. Et plus je vais alimenter l'un ou l'autre, et plus il va y avoir de l'influence. L'influence de laquelle? Par rapport à moi déjà. Si j'augmente, si j'alimente mon enfant, mon petit diable, parce que son enfant, on l'appelle bien son petit diable, mon petit ange. Donc nos pensées négatives ou positives sont aussi nos enfants. Si un jour je ne l'alimente plus, mon enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépérir. Mais avant de dépérir, il va revenir au bercail, c'est-à-dire il va revenir dans mes jupes, me demander à manger. Donc il arrive des fois, entre moi et quelqu'un d'autre, que l'attraction, des fois on dit, c'est pas normal ce qui m'arrive, mais ce diablotin que j'ai créé, je l'ai créé il y a un jour, il y a une semaine ou il y a un mois. Donc il a un temps de survie, je lui ai donné à manger un certain temps, et il va pouvoir vivre quelques temps. Et avant de mourir, il va venir se rappeler à moi. Beaucoup de philosophies en parlent, jusqu'au dernier souffle, il peut se produire des choses positives ou négatives. Donc quand il vient se rappeler à moi, c'est quelque chose que j'ai créé il y a longtemps, et puis souvent on dit c'est injuste ce qui se passe, mais pourtant c'est une de mes créations qui vient se frotter à moi. Donc si je me laisse aller, ben, je vais lui redonner à manger, je vais le refaire vivre. Si je décide de ne pas lui donner à manger, il va mourir de sa propre mort. D'accord? Mais si je lui donne à manger, et que c'est quelque chose qui est pas rigolo, au bout d'un moment il va devenir très grand et très fort, et à ce moment-là, ça ne va plus s'appeler un petit diable, mais ça va s'appeler une addiction. D'accord? Une addiction, essayez de vous en séparer, vous allez voir que c'est compliqué. Il y a des processus pour s'en séparer. Le processus les plus efficaces sont lesquels? Processus pour se mettre en sevrage. Donc ça s'appelle un sevrage. Pour se mettre... Alors, la volonté, c'est bien, mais souvent, dans la plupart des cas, quand on essaye de trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, ça ne suffit pas. La plupart des cas, la première des choses, c'est enlever la personne du lieu où elle est. La mettre le plus loin possible par rapport au lieu, pour qu'elle perde ses repères. Donc ses anciens référents, ses référents addictifs. Une fois qu'on l'a mis loin, on ne peut pas ne plus la nourrir, parce qu'elle va tourner en rond sur ce qui lui manque. Donc il faut la nourrir de quelque chose, oui, de plus positif. Pas qui lui manque destructivement, mais qui lui manque constructivement. Donc on voit avec elle pour faire un minimum d'analyse, pour savoir ce qui lui plaît dans la vie et ce qu'elle n'a pas mis en place. Souvent, les gens disent, ben, moi, je sais ce que je vais faire à la retraite, ce que je n'ai pas pu le faire avant, donc je vais à la retraite faire ça, ça et ça. Ben, souvent, ce qu'on veut faire à la retraite, c'est ce qu'il faut mettre en place, en partie dans le domaine addictif, pour justement enlever la béquille sur laquelle on est fait, pour construire quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. Donc, les principales problématiques de nos petits diables viennent du fait qu'on ne mène pas la vie créative que l'on voudrait mener, ou que l'on doit mener. Ça vient beaucoup plus du fait qu'on vit la vie des autres, on vit d'après ce que les autres voulaient que l'on vive, leur avis. Alors pourquoi ça? Parce que lorsqu'on est enfant, on choisit son métier entre 10 et 20 ans. Dans les métiers qu'on connaît entre 10 et 20 ans, on connaît combien de métiers en tout? Pas beaucoup, 10, 15 ou 20. Combien existe-t-il de métiers? Une infinité. Donc, comparativement à ça, combien de chances l'enfant a-t-il de se tromper? Énormément, une infinité. C'est la même chose par rapport à les problématiques liées aux addictions. C'est parce qu'on n'est pas dans notre créativité que ces choses-là existent. Donc, ces petits diables et ces petits anges, on peut les faire grandir ou on peut les faire mourir. Donc plus ils grandissent, et plus ils sont comment? Attractifs ou repoussants? Attractifs, parce qu'ils ont beaucoup de force. D'accord? Donc ils sont attractifs. Mais attractifs, c'est juste par rapport à la force.
chaque individu, on a tous des qualités et on a tous des défauts. Donc, ce sont nos enfants. Et les enfants, ils aiment faire quoi? S'amuser, jouer. Donc, les enfants vont souvent jouer avec les autres enfants qui leur correspondent. Donc, ça veut dire que nos énergies se sont rencontrées déjà bien avant que nous-mêmes, nous nous rencontrions. Donc, c'est là où on dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est là où on dit qu'on s'est déjà attiré, on s'est déjà connu avant. C'est compréhensible? C'est difficile? Non, juste dans les points, c'est des postulats, ça, il y avait Alors, la plupart des gens ne connaissent pas ça. D'accord? Donc, il faut commencer par les bases. Après, on va revenir à votre question qui est intéressante. Pour refaire, on a dit que souvent les gens disent qu'il y a un hasard, mais il n'y a aucun hasard à se rencontrer physiquement, parce qu'on s'est déjà rencontrés antérieurement, et au niveau de nos anges, et au niveau de nos diablotins. Pourquoi? Parce que les câbles qui sont ici et ici, ou les filaments, donc les rubans qui sont ici et ici, sont illimités. Donc nos énergies nous sont rencontrées bien avant. Maintenant, si on a plus de diables ou plus d'anges, on peut attirer des gens qui ont plus de diables et moins d'anges. Donc si on a plus de diables, on va attirer des gens qui ont plus de diables, et on va repousser ceux qui ont plus d'anges. Si on a plus d'anges, on va attirer ceux qui ont plus d'anges et repousser ceux qui ont plus de diables. Et ainsi de suite. Il y a des extrêmes qui peuvent s'attirer aussi. Des extrêmes. Oui, les extrêmes peuvent s'attirer. Alors comment cela fonctionne-t-il, les extrêmes qui s'attirent? Normalement, oui. Alors ça fonctionne comme ceci. Je vais vous donner encore un exemple pratique, mais avant de faire ça, je voulais qu'on revienne sur ce que vous disiez. Le postulat. Non, ce qui m'intéresse, c'est on ne démontre rien. Qu'est-ce que vous voulez que l'on démontre? Vous dites que les anges se sont rencontrés avant. Alors, mais quoi? Comment? Et quand tu t'avances, c'est une question de temps ou une question de vie? Les deux. Les deux. Déjà, là, on parle d'une vie pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire dans la même vie. Après, on peut parler de plusieurs vies. Pourquoi? Parce qu'une journée égale une vie. Enfin, plutôt une vie égale une journée. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent comprendre le système d'incarnation et de réincarnation, il faut simplement remplacer une vie par une journée. Ce qui se passe aujourd'hui, le rendez-vous que l'on a aujourd'hui à 19h, est un rendez-vous qui a été fixé il y a 15 jours. Donc, il y a 15 jours, par rapport à Internet, mais moi, j'ai donné le planning en janvier. Donc, si dans une journée, notre rendez-vous d'aujourd'hui a été fixé il y a 15 jours, ça veut dire que 15 vies en arrière, symboliquement, j'ai le résultat 15 vies après. C'est l'histoire des causes à effet. D'accord? Cause à effet, ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui j'ai une angine, il se peut que hier, j'ai rien fait pour avoir une angine, avant-hier non plus, mais avant-avant-hier, oui. Donc, si aujourd'hui j'ai une angine et que je dis que l'univers est injuste, que j'ai une angine parce que je me rappelle que hier tout allait bien et qu'avant-hier tout allait bien, mais que j'ai la mémoire courte, ou que j'ai pas de mémoire, il est facile que je dise que l'univers est injuste. Mais si j'ai un peu plus de mémoire, donc un peu plus d'éveil, donc un peu plus d'ouverture, donc un peu plus de conscience, je m'apercevrai que c'est juste parce qu'il y a 3 jours, il y a quelque chose de particulier. C'est la même chose par rapport à l'incarnation cause-effet. Si j'ai plus d'éveil, plus de conscience, je peux me souvenir que dans d'autres vies, j'ai fait certaines choses. Donc on revient quand même à la question. Oui, comment tu arrives à démontrer que... Hein, ta question, c'était comment on le sait qu'ils se rencontrent? Ils se rencontrent en rêve. Donc ça veut dire que tout ce que je dis depuis une demi-heure, personne ne suit, c'est ça? Bon alors je vous les laisse tous au tableau et vous l'expliquez. Non. Non, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent démontrer qu'on ait pu se rencontrer? Alors, dans une des vidéos, c'est pas celle du secret, c'est peut-être celle du secret. Non, c'est pas celle du secret, ce sont des notes que je vous ai déjà passées ici, sur lesquelles il y a un ingénieur, un médecin américain qui démontre comment justement aider et soigner les êtres humains. Donc il explique comment, il fait venir ses camarades médecins. Le camarade médecin me dit oui, ok, tu me montres un exemple et montre-moi d'autres.
Ça ne lui suffit pas d'un seul exemple. Il faut que ça puisse être reproduit. Là, on peut trouver d'autres exemples. D'accord ? On peut des exemples pratiques et ça serait intéressant. Mais je suis persuadé que vous avez déjà eu dans votre vie 1001 exemples comme ça, plus ou moins conscients, et souvent conscients, sur lesquels vous avez dit il n'y a pas de hasard, ou sur lesquels vous avez dit ce qui se passe, c'est pas anormal. Ce qui se passe, je le voulais, en positif ou en négatif. Donc, je veux bien qu'on en parle, mais Par l'imprévu, toujours. Dans ce qui se passe dans notre vie. j'ai pas entendu. Il y a toujours une part d'imprévu. Oui, bien sûr qu'il y a une part Même si d'imprévu. on le voulait, c'est imprévu. D'avoir eu ce qu'on a voulu. C'est-à-dire Dans notre que, pensée. c'est-à-dire que l'univers grandit, et ça, à notre échelle, on ne peut rien y faire. Donc, on est obligé de suivre une trajectoire. Mais dans cette trajectoire, on peut faire ce qu'on veut. Dans la trajectoire. Mais on est dans la trajectoire. On ne peut pas sortir de la trajectoire. Mais à l'intérieur, dans le bateau, quand le bateau va de Marseille à New York, le bateau, je ne pourrais rien y faire, sauf si je fais un hold-up, mais ça m'étonnerait que je puisse y arriver. Mais à l'intérieur du bateau, je peux monter, je peux descendre, je peux me jeter par-dessus, je peux dormir, et ainsi de suite. Ça, je peux le faire. Mais je ne pourrais pas toucher au grand programme. Donc, oui, je peux faire des imprévus, mais ce n'est pas pour autant que ça va changer la grande destinée. Et si je vais par-dessus, ben, éventuellement, ça peut être inconsciemment ma destinée. Donc tout ça est à voir. Alors si on continue. Dans la question, justement, une fois, on l'a déjà évoqué, mais c'est toujours lié à ça, et on va l'évoquer de multiples façons. Une fois, une personne vient me voir, c'était une femme, ça peut être un homme. Donc cette femme dit, j'ai été avec un homme, dernièrement, avec lequel je ne suis plus. C'était le Xème homme. Cet homme, au niveau intellect, mathématiques, logique, cartésianisme, il était assez nul, 0 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, amour, passion, il était nul aussi, 0 sur 20. Et au niveau physique, sport, sexualité, finance, matière, il était très fort, il avait 20 sur 20. Et elle me dit, au bout d'un moment, ça m'a gonflé, donc j'ai laissé tomber. Elle me dit, mais pourquoi j'ai rencontré un homme comme ça? Donc je vous pose la même question. Pourquoi j'ai pu rencontrer un homme comme ça? Puisque c'est lié justement à votre question, démonstration du hasard. L'attraction physique. Est-ce que la personne avait besoin de ça à ce moment-là? Et pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de ça à ce moment-là? Que c'est pas ce qu'il faut. Philosophiquement, oui, mais dans la pratique, c'est encore plus simple que ça. C'est parce que l'homme précédent qu'elle avait, au niveau intelligence, mathématiques, logique, spiritualité, était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, amour, passion, il était très fort, il avait 20 sur 20. Et au niveau physique, sport, sexualité et finance, il était nul, il avait 0 sur 20. Donc cette personne a fait quoi? Elle est allée chercher ce qui lui manquait. Okay, en faisant quoi d'autre? C'est-à-dire en oubliant ce qu'elle avait, en oubliant ce qu'elle avait. Donc la majorité des gens font quoi? Ils s'amusent à faire du yo-yo. C'est là où je pose ma question, comment on fait pour avoir une survie? Oui, je suis entièrement. Avant de poser cette question, avant de poser la question, j'ai cru entendre que ça n'existe pas, ça, c'est ça? Ça n'existe pas. Si, ça existe. Si, je vous confirme que ça existe. Ça. Non, mais là, on est en train de parler de cet exemple. Ah oui, ça arrive même fréquemment. Mais là, c'est un exemple grossier, c'est-à-dire que normalement, on devrait le décomposer. C'est-à-dire l'esprit, on devrait le décomposer toute la partie esprit en intelligence, cœur, physique, le cœur en intelligence, cœur, physique, et le physique en intelligence, cœur, physique. On décompose en 3 grossièrement, mais après, on doit tout redécomposer, parce que des fois, c'est un certain pourcentage de certains lieux. Donc de l'intelligence d'esprit, de l'intelligence de cœur ou de l'intelligence physique. Ou de mon amour spirituel, ou de mon amour charnel, ou de mon amour émotionnel, et ainsi de suite. Donc, alors comment on fait? Alors, la problématique, c'est que, dis-moi si c'est lié à l'attraction, au thème de l'attraction qu'on évoque ce soir. Si c'est lié au thème de l'attraction, je veux bien en parler, mais je ne crois pas trop que ce soit... Tu as abordé le sujet un tout petit peu sur l'attraction. C'était surtout pour répondre au fait qu'on disait comment démontrer que ce hasard n'existe pas. Une façon de le démontrer. Donc, parce qu'on va chercher ce qu'on n'a pas. Donc, on va toujours chercher le verre à moitié vide, alors qu'on oublie de regarder le verre à moitié plein. Plus on regarde le verre à moitié plein, plus on a de notre créativité et plus on trouve les solutions. Oui, souvent,
chose et on attire le Alors, contraire aussi. donc ça c'est lié à la loi d'attraction, ça on peut en parler. Alors pourquoi, c'est une bonne question, pourquoi est-ce que on veut bleu et on a rouge? Parce qu'inconsciemment, Non, parce qu'il faut être Si, en grande partie c'est ça, mais pour le démontrer, comment on fait pour le démontrer? On va le démontrer. Alors comment fait-on pour le démontrer? C'est que, en gros, je veux bleu et j'obtiens rouge. Pourquoi? Parce que je veux bleu, ça, il n'y a aucun problème. Mais dans le bleu que je veux, j'ai peur, une fois que je l'ai, ou avant de l'avoir, ou pour l'avoir, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. J'ai tellement peur de choses, soit pour l'obtenir, soit pour y aller, soit quand je l'aurai, j'ai tellement peur de tout ce qui va se passer que l'univers me donne l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire, je pense tellement à tout ce dont j'ai peur, c'est la loi d'attraction. Plus je pense à quelque chose de positif, plus j'ai le positif. Plus ce positif me fait penser à beaucoup plus de négatif que je pense à un positif, plus j'ai le négatif. L'univers, comme il est dit dans le secret, ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Il vous donne ce à quoi vous pensez le plus. Ne pense pas à une pomme verte de citron. Voilà. ce à quoi on pense ou ce à quoi on ressent? Les deux. C'est toujours les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pensent pas, il y a des gens qui ressentent. Il y a des gens qui ne pensent pas, qui ne ressentent pas, il y a des gens qui agissent. D'accord? Donc, et comme on a pu le voir, même dans l'action, c'est-à-dire ici, on a de l'intelligence, du cœur et du physique, à tous les niveaux. Donc par exemple, moi, en tant qu'homme, je peux aimer. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est ce niveau-là, ici, c'est ce niveau-là, et c'est ce niveau-là. Mais aimer, c'est aussi ce niveau-là. Donc je peux aimer une femme que pour son intelligence, ou que pour son amour, ou que pour son physique, ou pour une partie, un certain pourcentage de chaque. Donc je m'aperçois que aimer, c'est aussi bien là, que là, que ici, et que ici. Et en même temps, ici, donc là et là. Donc on peut aimer à tous les degrés, on peut être intelligent à tous les degrés, on peut avoir du physique à tous les degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos cellules dans notre corps sont intelligentes, toutes nos cellules sont de la matière, et toutes nos cellules peuvent être émotionnelles. Ça veut dire que l'intelligence n'est pas que dans la tête, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques expliquent que la conscience, le cerveau est un outil, mais que l'intelligence n'est pas... Le cerveau est mécanique, mais que l'intelligence ne vient pas, et la conscience ne sont pas dans le cerveau, sont ailleurs. Alors comment faire pour travailler sur ces peurs, pour avoir bleu si on veut bleu? Alors, quelles sont les différentes techniques utilisées pour être plus proche de cette... Voilà, donc travailler sur soi, c'est important. C'est-à-dire, un minimum, c'est... Pour avoir confiance en soi, il faut savoir qui on est. Donc écouter, c'est créativité. Se connaître le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Parce que très souvent, on va chercher quelqu'un qui ne nous correspond pas parce qu'on regarde le verre à moitié vide. Ce qu'on nous a appris, ou ce qu'on pense être bien, et ainsi de suite. Donc la première des choses, c'est s'interroger sur soi, donc une mini-analyse sur soi, et en même temps, regarder quelles sont nos qualités, c'est-à-dire quels sont les points communs. Est-ce que la personne que je vais chercher, que ce soit un employé, un patron, un homme, une femme, un projet, une voiture, est-ce que je vais aller acheter une voiture dans une boulangerie? Est-ce que si je suis quelqu'un qui aime la musique d'art, je vais aller chercher mon partenaire dans les bistrots où il y a de la musique différente? Est-ce que si j'adore le théâtre et que je veux avoir des points communs dans le théâtre avec mon partenaire, je vais aller le chercher au golf? Donc, c'est possible, mais c'est pas là que vous aurez le plus de chances de le trouver. Donc, si vous voulez prendre la situation la plus difficile, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la façon la plus facile de trouver. Si je veux justement acheter une voiture, c'est pas celle du boulanger, mais je peux trouver le boulanger qui va vendre sa voiture. Mais je vais devoir en faire beaucoup pour trouver un boulanger qui vend sa voiture. Pas forcément. On achète un fort Il prix. n'y a pas de hasard. On est d'accord. Alors. Non, mais alors il faut se contenter des 20 sur 20 qu'on a, alors C'est déjà le cas, quand même, sur alors, s'il nous manque un certain pourcentage, la première des choses, c'est qu'il faut revenir à l'origine. C'est la même chose que dans un contrat professionnel. Si à un moment, il me manque c'est-à-dire si à un moment, il me manque des choses, des finances, par exemple, au travail, ou s'il me manque une évolution de projet, ou s'il me manque de la joie à mon travail, ou de l'intérêt, est-ce qu'au début de l'embauche, j'ai demandé à mon patron, est-ce que le poste est évolutif? Est-ce que je vais gagner plus et quand?
est-ce que si je m'investis, je vais avoir un poste rapidement qui évolue en fonction de mon investissement? Si je ne le fais pas, c'est normal que je n'ai pas de poste, d'accord? Et pas d'argent de plus. Donc, si au début j'ai parlé de tout ça, c'est normal que tout ça soit prévu. Mais si j'en parle pas, il se peut que je me fasse embaucher dans une entreprise dans laquelle l'entreprise ne va pas évoluer, qu'il a besoin d'un gras de papier, et puis c'est tout. Donc, si j'en parle pas au début, ça ne colle pas. Donc, est-ce que déjà, je dois me poser la question au début, est-ce que j'en ai parlé? Si j'en ai pas parlé, je trouve déjà une explication de pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Maintenant, je peux avoir la chance que même si j'en ai pas parlé, mon patron ou mon partenaire veuille évoluer, veuille aller plus loin. Si j'ai cette chance-là, comment faire avec mon patron pour aller plus loin? Je dois bien prendre rendez-vous pour lui expliquer que moi, je me donne à fond et que j'ai besoin d'avoir un poste avec plus d'intérêt, et émotionnel et intellectuel et financier, donc matériel. Et sans rendez-vous, ce ne sera pas possible. Il ne va pas savoir de lui-même que je veux... Voilà, que je veux autre chose. Donc c'est la même chose de partenaire. Si j'ai un endroit où j'ai moins de 20 sur 20, que j'ai 0 sur 20 ou 10 sur 20 que je veux plus, je dois faire un rendez-vous avec mon partenaire pour lui demander, pour savoir quelles sont ses créativités, quelles sont les miennes, et est-ce qu'on peut augmenter ce potentiel. Voilà, ce potentiel. Il se peut que c'est ce soit... facile de dire ça, comme si on pouvait en discuter aussi facilement. Alors, discuter, c'est facile, mais après, agir, c'est... On est d'accord, mais tout ça fait partie d'un processus. C'est-à-dire que si dès le début on dit c'est facile, alors je dis bah ok, pas de problème, il n'y a pas de solution. Moi j'en ai même une qui est essayée et qui fonctionne. Maintenant, il faut la mettre en pratique. Après, c'est comme ça a été dit, c'est pas parce qu'on va aller sur la Lune qu'on est sûr d'y revenir. Donc au fur et à mesure, il y a des imprévus. Et ces imprévus, il faut pouvoir les travailler. C'est pour ça que l'être humain est intelligent bien plus qu'une machine. C'est-à-dire qu'une machine ne peut pas facilement rectifier les choses, mais l'être humain peut rectifier les choses par rapport à la communication. Okay. Donc c'est ce qui nous différencie et ce qui nous fait notre intelligence. Si on pousse plus loin, c'est toujours sur la loi d'attraction. Mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions au fur et à mesure pour que, à la fin, vous ne disiez pas on n'a pas abordé tel sujet, ou on n'a pas parlé de ça, et ainsi de suite. Donc posez vos questions au fur et à mesure. Si vous le souhaitez, vous les notez sur un papier. Alors, les réseaux énergétiques dans lesquels nous vivons. On a vu certains réseaux déjà à petite échelle, mais le microcosme est similaire au macrocosme. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Rien ne se perd, rien ne se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc tout ça explique que ces réseaux énergétiques fonctionnent. Il existe des réseaux matériels, humains, il existe des réseaux émotionnels, il existe des réseaux intellectuels, il existe des réseaux spirituels. Et tous ces réseaux ont des énergies. Au niveau de la Terre, de la planète Terre, quels sont ces réseaux à elle? L'eau, le vin. L'espace. L'eau, je suis d'accord. Le vent aussi, le soleil aussi. Mais... Oui, tout ça crée des énergies. Mais donc, de plus loin, on sait que magnétiquement, elle a deux pôles qui font que l'énergie fonctionne comme une paume. Donc l'énergie fait le tour à l'intérieur. Donc elle a d'autres réseaux beaucoup moins visibles que ce que vous avez évoqué, et ceux que vous avez évoqués sont vrais aussi, ce sont tous des réseaux. Plus, il y a encore d'autres réseaux, à d'autres niveaux, donc plus énergétiques ou plus invisibles, qui font partie aussi de ces réseaux énergétiques. Lorsqu'on a parlé des petits anges et des petits diables, si on est 10 personnes à penser négativement, par rapport à la politique, ou par rapport à la guerre, ou par rapport à une philosophie ou autre, on va créer un réservoir, ce qu'on appelle un égrégore, un réservoir, qui va être rempli de ces diables qui vont faire une synergie destructive. Quand on dit que on est responsable d'une guerre à l'autre bout du monde, ça veut dire que lorsqu'on pense négativement, on accentue, on remplit un réservoir négatif quelque part, qui fait qu'il était déjà rempli à bloc, et qu'une goutte de plus, parce que je me suis énervé après mon ordinateur qui ne se mettait pas en route, j'alimente ce réservoir qui fait exploser le réservoir et une guerre dans le pays d'à côté. Voilà. Donc tout ceci font partie des lois d'attraction et des réseaux énergétiques. Plus vous comprenez tous ces systèmes à tous les niveaux, et plus après vous pouvez trouver des raisons à tout ce qui vous arrive dans votre vie, constructive ou destructive. Oui. Est-ce qu'il existe des niveaux là-dessus? Oui.
Quel serait le titre? Comment ça... Alors, le premier qui a été évoqué, c'est un film Le Secret. Le livre aussi s'appelle Le Secret. Bon, il est américanisé, c'est-à-dire il est vraiment orienté vers l'argent. Il a fait un film? Oui, il y a un livre et un film qui s'appelle Le Secret. C'est un documentaire. Il faut garder le fond, hein, le fond, parce que la forme, elle n'est pas très, très jolie, elle est vraiment très orientée financièrement. Mais ça donne une explication. Après, il y a 2 autres films, toujours américains, qui s'appellent What the Bleep. What the Bleep. C'est-à-dire, où est What, W-H-A-T, V-T-H-E, Bleep, B-L-2-E-P. Il y en a 2, il y a la version 1 et la version 2, il y en a une qui fait 1h30, il y en a une qui fait 3 heures. Je vous les donnerai à la fin sur le vidéoprojecteur si vous voulez. Il y en a encore d'autres, mais Il y a Shakti, quoi. Gawain aussi qui a parlé de ça. Et Abraham, je ne sais plus comment. oui, plusieurs en parlent, mais ce qui est important, c'est d'arriver à trouver des auteurs, ce qui est rare, qui mettent en application matérielle. C'est-à-dire ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire montrer des choses théoriques, comment elles fonctionnent dans la pratique. Parce que si on reste dans la théorie, bon, c'est bien, ça donne espoir, ça vous fait vibrer, mais c'est bien d'avoir des exemples plus pratiques comme on essaye de le faire ici. Donc laisser circuler les énergies, accueillir par tous nos sens. Donc tous nos sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a vu par rapport à nos pensées, et c'est exactement la même chose par rapport à nos paroles. Si on a des paroles positives ou des paroles négatives, ou si on veut dire quelque chose ou quelque chose qu'on ne dit pas, ça a exactement la même influence que ce qu'on a vu par rapport à nos pensées. C'est ce qui s'appelle dans la Bible mentir par omission, on va dire. Donc, que ce soit par tous nos sens, que ce soit par notre pensée, par notre regard, un regard méchant ou un regard gentil, une parole gentille ou un regard méchant, une grimace, un geste gentil ou un geste méchant, par tous nos sens, que ce que j'entends ou ce que je ne veux pas entendre, je crée des énergies qui font que je peux attirer ou repousser des parties de moi ou des gens que j'aimerais connaître ou rencontrer, ou des projets que je veux mettre en place. Donc l'univers va tout réorchestrer autour de nous. Si on le fait d'une façon plus matérielle, ça donnerait ceci. Dans ma vie, je peux, si je suis orienté vers mon étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais où est mon étoile, c'est-à-dire dans quelle direction je pars, si je fais une étude sur moi, si je me connais un peu, et si je sais la direction que je veux donner à ma vie par rapport à ce que j'ai dans mon cœur et dans mes tripes. Donc dans mon cœur et dans mes tripes, c'est situé ici. Ça veut dire ce qui a été caché au fond de nous il y a très longtemps, ça veut dire son trésor, ça veut dire, tout à l'heure on a parlé de l'âtre, donc ce qui est au fond de nous. Si on va dans une direction qui est bien liée par rapport à ce qui est au fond de nous, notre créativité, alors on a une stabilité. Mais des fois, au lieu d'écouter des choses qui viennent de notre âtre, on écoute autre chose, des choses qui viennent d'ailleurs. Ces choses peuvent venir d'où? De l'éducation, de la société, de la synthèse qu'on a fait nous-mêmes. On est d'accord. De la synthèse qu'on a fait nous-mêmes, mais en même temps, ça peut être de ce qu'on pense de bien ou mal. Ou ça peut être de ce qu'on voit, de bien ou mal, que je veux voir ou que je ne veux pas voir, ou de ce que je sens, ou de ce que je ne sens pas, que j'aimerais sentir, ou de ce que je dis, que je ne dis pas, que j'aimerais dire, ou de ce que j'entends, que je voudrais entendre, que je n'entends pas, ou de ce que font mes mains, ou de ce qu'elles font pas, que j'aimerais qu'elles fassent, ou de la direction que prennent mes pieds, ou là où je vais, ou là où je ne vais pas, que j'aimerais aller. En gros, si ce que je fais de ma vie est en désaccord, en opposition avec ce qui est au fond de moi, il se crée un court-circuit. Ce court-circuit fait quoi? Il crée un arc électrique qui va se propager sur un des organes de mon corps, en relation avec ce que je fais de ma vie et ce que je suis vraiment au fond de moi, donc ce que je fais de désorienté de ma vie, de ce que je fais au fond de moi, et ça me crée un déséquilibre, une maladie, un accident, qui fait que ça me déstabilise, soit vers un passé de regret, soit vers un futur de peur. Et à ce moment-là, il se crée quoi? Il se crée qu'à chaque fois que je me déstabilise, mon corps fait tout ce qu'il faut pour se restabiliser. Mais comme on a vu l'effet inverse, de 0 et de 20, à chaque fois je me rectifie, le corps me rectifie, moi je me déstabilise. Le corps me rectifie, je me déstabilise. Donc à chaque fois je fais ce yo-yo.
Ce yo-yo est comparable, comme on l'a souvent vu, au sommet vague, creux de vague, creux de vague. Sommet de vague, creux de vague. C'est-à-dire c'est exactement la même chose que ceci. Donc à chaque fois qu'on se déstabilise, à chaque fois qu'on passe dans les creux de vague et les sommets de vague, c'est-à-dire qu'on est dans la voie humide, au lieu d'être dans la voie sèche que l'on explique, qu'on évoque dans l'alchimie, ben, on perd beaucoup de temps. Maintenant, c'est pas grave, puisque tous les chemins mènent à Rome. Donc les gens mettront le temps qu'ils ont à mettre pour y arriver. Mais il faut savoir qu'il y a des chemins qui sont plus difficiles, qui sont plus fatigants, qui sont plus destructeurs que d'autres. Mais si on prend des chemins plus destructeurs, c'est peut-être parce qu'on a besoin. Donc c'est pas si mal en soi. Un environnement où tout vous est donné, quoi que l'on demande, positif ou négatif. Alors ça voudrait dire quoi? Ça on l'a déjà évoqué en partie. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est-à-dire tout ce qui nous est donné est positif, que ce soit positif ou négatif. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ben, soit je le vois en tant que claque, soit je le vois en tant qu'information rencontrée. Si je me mets en tant que victime, ben, je dis j'ai ramassé une claque, mon bourreau m'a fait une claque. Si je me mets en tant que constructeur, en tant que référent, en tant qu'apprenti, ben, j'ai rencontré une information qui me dit que je dois prendre du recul et savoir ce que ça veut dire. J'ai rencontré un signe. L'actif passif, ça veut dire que soit je le vois de façon passive, occidentale, en tant que victime, soit je le vois de façon active, en tant qu'orientale, en tant qu'information. C'est bien l'actif passif qui est à l'intérieur de soi. On le verra tout à l'heure si besoin. Être prêt à accueillir au changement, changer d'outil, de compréhension, avoir l'ouverture, être non obtus, changer d'échelle pour sortir, changer de classe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la loi d'attraction, si on prend encore un symbolisme humain, ceci, dans le milieu d'entreprise, veut dire quoi? Veut dire dans le milieu d'entreprise. Dans l'entreprise. Oui, donc c'est ça, la hiérarchie. Donc ceci veut dire hiérarchie. Combien y en a-t-il en haut? 1. On va dire, pour faire simple, que l'entreprise fait 10. Combien y en a-t-il en dessous? 9. Mais c'est pas un problème. Non, mais c'est pas un problème parce que vous avez raison aussi. Vous avez raison aussi, pourquoi? Parce qu'en mathématiques, la valeur absolue de 9 sur 10, c'est 10. Et comment fait-on pour le démontrer? En mathématiques, la valeur absolue de 9 sur 10, c'est 10. Comment fait-on pour le démontrer? On le démontre comme ceci. C'est que ce soit l'Europe, le monde, la France ou autre, c'est une multitude de pyramides, donc d'entreprises. Et on s'aperçoit que en dessous de cette pyramide-là, il y a bien tout le monde. Et 10 sur 10 sont bien en dessous, y compris les autres patrons. Donc, je prends... Alors ça, symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, ici on a les moutons, d'accord? Ici on a le berger. Donc ici on a le passif pour aller plus loin, et là on a l'actif. C'est du symbolisme toujours. Dans ce symbolisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous, dans les 10 sur 10, qu'on soit patron, employé, directeur, sous-directeur, syndiqué, non syndiqué, on a tous à peu près le même niveau de conscience. On est tous logés à la même classe. Si je prends cette entreprise ici, je pourrais prendre n'importe laquelle, je prends ça là parce qu'elle m'arrange dans mon graphique, et dans lequel j'ai des directeurs, des sous-directeurs, des syndiqués, des non-syndiqués, etc. On a un employé, quel qu'il soit, qui arrive à s'élever au-dessus des autres et à comprendre tous les autres. Comment est-il vu par les autres? Souvent, il est très mal vu. Donc on s'aperçoit que plus on s'élève, plus on a du recul, de la distance, plus on comprend les autres, plus on s'élève, plus on a du recul, plus on est éveillé, plus on a une largeur d'esprit, plus on comprend les autres, plus on se retrouve seul. D'accord? Faut un idiot, Tout à fait. Alors, si on pousse plus loin, parce que, a priori, vous n'êtes pas tous entièrement d'accord. Pourquoi on n'est pas entièrement d'accord? On l'a souvent vu. Ce qui décontracte montre la solution, ce qui contracte montre le problème. Donc ici, il y a une contraction, puisque vous dites que ça ne sert à rien. Alors, s'il y a une contraction, c'est tout simplement parce que la démonstration n'est pas finie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette théorie, intellectuellement, elle est tout à fait vraie. Mais si je la descends au niveau de mon cœur, donc de l'âtre, je m'aperçois qu'elle est moins vraie. Pourquoi? Parce que si la connaissance, si l'ouverture d'esprit doit mener à la solitude, c'est triste. C'est pas juste. Triste. Triste. Si c'est triste, ça veut dire qu'il y a une contraction. Donc ça veut dire que cette loi soit est fausse, soit est incomplète. Mais elle n'est pas fausse, puisque intellectuellement, elle est juste. Donc incomplète, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que il existe un roi Salomon qui a fait un saut de Salomon et s'est dit un roi de sagesse par rapport à différentes histoires qu'il en a pu nous ramener. Ça veut dire que si je suis capable de ne plus être dans le marasme, dans les eaux saumâtres, et si je suis capable de passer de 6e en 5e, de 5e en 4e, de 4e en 3e, pourquoi? Parce que même si j'étais amoureux de mon prof, de mon copain, de ma copine, et que je suis d'accord pour monter de mélodie, passer en seconde, en première, en terminale, etc., si je suis capable de changer de lieu aussi, parce que souvent je suis amené à changer de lieu, en cours, de copinage, et ainsi de suite, de tout abandonner, si je suis capable d'abandonner les bas-fonds pour monter, alors je vais me retrouver avec d'autres personnes, d'autres catégories, qui me correspondent beaucoup plus. Ce que j'ai dit, si je suis un musicien, j'aurai très peu de chances d'aller trouver quelqu'un qui fait de la musique dans un bar, même s'il y a de la musique. Mais ça dépend de quel type de musique je vais chercher. Et encore moins dans un golf, mais ça peut être possible. C'est toujours l'exception qui confirme la règle. Dans tout ce qu'on voit, il y a toujours ça. Donc par rapport à changer d'échelle, c'est justement pouvoir changer de conception. S'ouvrir, c'est aussi justement, plus je m'ouvre, et plus je vais me retrouver seul. Mais seul par rapport aux moutons, mais avec de nouvelles personnes qui vont correspondre à ce que je suis. Si je suis d'accord pour changer de classe, pour sortir, pour avoir de l'ouverture et pour être non obtus. Donc le côté non obtus, c'est souvent le côté masculin. Masculin, souvent, c'est le cadre, c'est celui qui est carré. Donc quelque chose d'obtus, donc le cadre, par rapport au féminin qui est beaucoup plus rond, le cadre a des angles saillants, donc tranchants, et en même temps, ce sont des angles obtus, pas des angles ouverts. Donc le masculin est souvent plus obtus. Donc si j'arrive à sortir de mon cadre, si j'arrive... Le cadre, c'est quoi? Symboliquement, si je dessine, c'est ceci. Le cadre est associé souvent à quoi? À la sécurité ou à l'insécurité? À la sécurité. Donc le cadre, c'est la sécurité. Si je dessine la sécurité dans le cadre, où se trouve l'insécurité? À l'extérieur. Inconnu, c'est très bien. Insécurité. Dites-moi quel est le lieu le plus grand? L'insécurité. L'infini. Donc, maintenant, sortir du cadre, c'est ça. Mais on nous éduque à sortir du cadre. Ou est-ce qu'on nous éduque pas à rester dans le cadre? Le cadre, c'est quoi? C'est parquer comme les moutons. Ok, désolé. Quand vous parlez de l'homme qui est plus dans le cadre, il n'y a pas une part de timidité, je sais pas, plus que j'ai la table, qui peut aller plus vers l'inconnu? Non, c'est parce que... Alors oui et non. Non, pourquoi? Parce qu'il a été éduqué à chasser, à ramener de la viande, à aller chercher de l'argent. Comme il a été éduqué comme ça, l'homme est monotache, d'accord? Il a besoin de faire les choses petit à petit. Voilà, une chose après l'autre. Donc, et on sait que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il puisse évoluer, il faut qu'il y ait cette grande femme qu'il veuille bien écouter. Maintenant, si cette grande femme est comparable à une mère castratrice, ce sera difficile. Donc l'homme peut évoluer, mais il n'évolue pas tout seul. Il évolue, l'homme, avec un grand H, homme ou femme, plus facilement à plusieurs que tout seul. Même s'il y a des exceptions qui font que certains peuvent évoluer tout seuls. Voilà. La femme, c'est celle qui arrondit les angles, qui est beaucoup plus douce, qui a beaucoup plus de largeur. Largeur, puisque c'est elle qui est enceinte, c'est elle qui donne la vie, et ainsi de suite. Donc c'est le côté plus passif chez la femme, et plus actif chez le masculin. Mais tout être humain est actif-passif, donc la femme, lorsqu'elle donne la vie, est beaucoup plus active que le masculin qui est beaucoup plus passif. Alors, si on continue, la puissance créatrice de l'initiative, justement, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Vos habitudes mentales contrôlent votre vie. Il vous est possible de contrôler votre destinée. Le succès se trouve accéléré ou retardé en fonction de nos habitudes. Donc, les habitudes, ce qu'on a vu, c'est ce fameux cadre. La puissance créatrice de l'initiative, c'est justement écouter son bon sens. Tout ce que disaient les autres part toujours d'un bon fond. Donc même ceux qui veuillent à tout prix qu'on reste dans le cadre, c'est le fond c'est quoi? C'est la sécurité. Il ne va pas te faire de mal. Il ne va pas chercher midi à 14h. C'est cool, tout se passe bien là, regarde, tout fonctionne, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ça part d'un bon fond. Donc il ne faut pas acculer ou détruire toutes ces notions-là, tous ces gens-là. C'est la bonne intention. Mais si vous avez une autre forme qui est non destructive,
ben alors pourquoi ne pas l'essayer? Si elle est destructive, il ne faut pas le faire. Mais si elle est non destructive, il faut l'essayer petit à petit, il n'y a aucun problème. Et c'est à ce moment-là que le succès se trouve accéléré. C'est-à-dire que si vous restez dans le parc, ben, vous le retardez. Mais si vous sortez du cadre, vous accélérez les choses. Oui. Par contre, parfois, on peut imaginer qu'on reste dans son cadre et qu'on agrandit son cadre. Au lieu de partir à l'inconnu, hors du cadre, parfois on peut ne pas avoir effectivement de référence, pas savoir. Hein. Tout simplement, on peut se dire, regarder de l'intérieur du cadre ce qui se passe à l'extérieur et prendre l'initiative d'agrandir le cadre. Et donc, au fur et à mesure, on agrandit le cadre. Oui. Moi, je dis ça comme ça parce que je trouve que la notion de cadre, c'est aussi une notion, effectivement, ça ramène à une certaine sécurité, mais si on n'a pas du tout de cadre, après, c'est un peu... Alors, vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. Et tous les chemins mènent à Rome, donc il y en a qui vont faire sauter le cadre et qui prendront la tangente. Voilà. D'accord. En mathématiques, la tangente, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez le cercle, vous avez une tangente, hein, d'accord. Ça part direct le plus loin possible. Ouais. Mais il y en a qui agrandiront le cadre parce que tous les chemins mènent à Rome. Donc tous les chemins, ça veut dire qu'il y en a qui iront direct, il y en a qui iront par là, il y en a qui iront par ici, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas une meilleure méthode que celle qu'on veut bien employer soi-même. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par rapport justement à cette accélération, je cherche ce que vous m'avez fait venir qui était intéressant, mais c'est reparti. Oui, changer ses habitudes pour accélérer le succès. Je trouve pas que d'agrandir le cadre. Voilà, c'est ça, c'est le côté par rapport à ce que vous disiez. Je dis d'agrandir le cadre, pourquoi? Parce que c'est par rapport à l'éducation des enfants notamment. Les enfants, on a besoin de les mettre dans un cadre justement pour les sécuriser. Je pense que des enfants qui ne sont pas cadrés, c'est des enfants qui sont ce qu'on appelle l'enfant roi, qui font n'importe quoi, qui se couchent à n'importe quelle heure. Je suis d'accord avec vous, simplement que et après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, justement, on élargit le cadre. Tu peux te coucher à 9h, à 11h. D'accord, dans une vie de mouton. C'est pas dans une vie de mouton, mais je pense qu'on n'est peut-être pas un loup au départ, justement. Un enfant a peut-être besoin, effectivement, d'être un peu mouton au départ. Mais on peut lui donner, dans le cadre, lui dire il y a une liberté. Enfin, pour moi, le cadre, c'est comme un jeu. Un jeu, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de jeu. Vous avez raison, il n'y a pas aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est que face au mouton, je ne mets pas un loup, mais je mets un berger. Ouais. D'accord. Pourquoi? Parce que le loup est destructeur, le berger est constructeur. Ouais. Donc, maintenant, si l'enfant fait comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, les outils qu'on nous donne d'éducation et d'éveil sont très restreints, très limités. Donc, avec ce que l'on nous donne, avec ce qu'on comprend, avec ce que l'on a, on ne peut faire que ce que vous avez dit. Mais si les parents n'avaient pas peur, et si on avait la connaissance, on prendrait la tangente. Ce qui est important, c'est de connaître tous les chemins. Après, on prend celui qui nous semble être le plus utile au moment où on en est. Pourquoi faut-il connaître tous les chemins? C'est pour ça qu'il existe une phrase qui dit que les voyages forment la jeunesse. Et qui dit voyage, dit dans le cadre ou hors du cadre? Pas forcément. Ça dépend de la notion de votre cadre. Mais c'est sûr que si vous voyez... Ça dépend de la notion du cadre. Oui, si vous voyagez dans Marseille... On peut voyager dans l'espace. Il y a deux façons de voyager. C'est celui qui prend son ticket, qui part, qui ne sait même pas où il atterrit, il n'a rien prévu. Et puis on peut partir en organisant, sachant où on va, on n'arrive pas à un voyage ou n'importe quoi. Et c'est un peu structuré aussi. Enfin, pour moi, le cadre, c'est ça. Tout à fait. Bon, on continue. Référent ouvert ou fermé. Donc justement, c'est un lien avec ce que vous dites, c'est-à-dire que on peut ouvrir le cadre, comme vous l'avez évoqué, mais en même temps, si jamais l'enfant veut ne pas respecter le vôtre et qu'il en a un à lui qui est constructeur, comment réagissent la majorité des gens? Oui, ils veulent pas quand même. Ils veulent pas quand même, parce que ça ne rentre pas dans leur référentiel, ça ne rentre pas dans leur cadre. Donc, voilà, c'est effrayant et il va... C'est la même chose que, par exemple, lorsque il y a des peuples qui pleurent les morts et il y a des peuples qui fêtent les morts.
Quelle différence y a-t-il entre ces deux philosophies? Pourquoi il y en a qui pleurent, pourquoi il y en a qui fêtent? Ça ramène à eux. Alors, pourquoi il y en a qui pleurent, pourquoi il y en a qui fêtent? Ce qui fait, c'est parce que c'est une libération. Non, parce que ça dépend des autres de leur croyance. Laquelle de croyance? Comment on va la famille? Alors, ceux qui fêtent, c'est qu'ils savent que la vie continue. Ceux qui pleurent, c'est parce qu'ils pensent qu'elle s'arrête. Ok? Donc, ça dépend de la dimension du cadre. Et le manque aussi de la personne quand même. Voilà. L'absence. Alors, ceux qui fêtent, pourquoi c'est bizarre. ceux qui Ça leur fêtent manque pas. Même s'ils vivent, même si Ben, on sait qu'ils vivent dans ben, une alors, autre vie, on les appuie quand même. Alors, Ça, c'est le lien culturel. avec la loi d'attraction. Le lien avec la loi d'attraction, c'est que ce parallèle qu'on vient de faire entre ceux qui fêtent les morts et ceux qui pleurent les morts, on doit faire le même lien, le même parallélisme avec, c'est beaucoup plus flagrant en Amérique qu'ailleurs, quand un enfant a son diplôme. Qu'est-ce qu'on fait quand il a son diplôme final? On fait une grande fête, d'accord? Mais généralement, une fois qu'il a son diplôme, qu'est-ce qu'il fait l'enfant après cette grande fête? Il s'en va, d'accord? Il s'en va loin. Ok? Quand il s'en va loin, c'est exactement la même chose que lorsque la personne s'en va loin et qu'elle décède. Au lieu de pleurer, on devrait faire la même fête que font les Américains lorsque l'enfant a son diplôme. La personne qui décède a son diplôme pour passer ailleurs, dans un autre monde. Ça, c'est pas normal de pleurer sur son mort. Mais de la même façon que beaucoup de parents sont tristes ou font tout ce qu'il faut pour pas que les enfants partent voyager ou travailler ailleurs, de la même façon, il y a des peuples qui pleurent les morts parce qu'ils ne veulent pas qu'ils partent ou parce qu'il y aura un manque. C'est le même symbolisme. Et cela fait partie de l'attraction, justement, action-répulsion, et que l'on peut donner envers ses enfants, ses parents, ses professeurs, ses patrons, ses employés, son partenaire ou autre. Alors, donner le tempo, d'éteindre. Donc, donner le tempo, c'est ce qu'on a évoqué par rapport à sa bonne étoile. C'est-à-dire que, est-ce que si vous êtes heureux dans votre vie ou si vous êtes malheureux dans votre vie, est-ce que vous allez, de part et d'autre, que vous soyez heureux ou malheureux, est-ce que vous allez donner le tempo ou pas? Est-ce que vous allez déteindre ou pas? De deux façons, vous allez déteindre. D'accord? Quelle est la meilleure teinte à donner? Positive, c'est possible. D'accord? Donc, plus vous serez heureux, plus ça va, voilà, ça va déteindre de façon constructive autour de vous. Maintenant, déteindre, ça veut dire que si vous êtes heureux, est-ce que vous allez être comparable à une pierre qui se laisse tomber au fond de l'eau ou à une étoile qui monte dans le ciel? D'accord. Donc à ce moment-là, l'enfant, le partenaire ou autre est comparable à un bateau qui vogue sur l'eau, sur les émotions, sur l'eau, et qui va se référer à son étoile ou à son phare, parce que le référent positif devient un phare, devient une étoile auquel on peut se référer. Certains se réfèrent aux pierres qui tombent au fond de l'eau, mais ce n'est pas du tout le même résultat. Par rapport à ça, si on le symbolise, il y a par exemple quelqu'un de plus passif et puis quelqu'un de plus actif dans une vie. Il y en a un qui décide de se laisser couler pour X ou Y raison, et l'autre qui décide de l'accompagner pour l'en sortir, pour l'aider à en sortir. Mais il y a une limite que l'on ne peut pas dépasser. En dessous de cette limite, la personne décède. Donc celle-ci se rapproche de la limite, l'autre est un petit peu matheux, il se dit, au lieu d'en perdre deux, vaut mieux en perdre un. Donc je ne continue pas, et je décide de remonter. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il suit son étoile. 9 fois sur 10, 89 fois sur 100. 89 fois sur 100, c'est comme ça. 89 fois sur 100, c'est comme ça. Et si, une fois sur 100, il se laisse abattre, s'il décède, il a décidé de décéder. Vous aurez tout fait pour, pour l'en sortir. Vous savez, alors il y a des enfants suicidaires parce que la mère est dépressive, par exemple. Oui, tout à fait. Donc tout est lié, tout est la faute de la mère. C'est ça. C'est grave, ça. Mais ça veut dire ça. Moi, je ne suis pas du tout dans la faute. Nulle part, j'ai employé le mot faute. Oui, mais ça dépend de ce qu'on est le référent pour les enfants. Je vais continuer sur ce que vous dites. Donc on doit être heureux quand il arrive. Ce que vous dites est important, mais nulle part, j'ai employé le mot faute. Oui, c'est moi aussi. D'accord, mais on va continuer. Si la mère a agi comme ça, c'est qu'elle a été éduquée comme ça. La plupart des gens qui tentent le suicide, réussis ou pas, c'est qu'ils ont été éduqués par le suicide. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont vu un exemple dans leur famille de gens qui se suicidaient. Et dans d'autres exemples, ils n'ont pas eu l'exemple, mais leurs parents
leur a rabâché toute leur enfance, si tu continues, je me suicide. Non. Oui. Et j'ai eu le cas, de nombreux cas, si tu continues, je me suicide. Et l'enfant, devenant adulte, est tenté, et fait des tentatives de suicide. Simplement parce qu'il a été éduqué par si tu continues, je me suicide. Elle a peut-être entendu ça, la mère qui disait ça au père. Non. Que ce soit au père ou à l'enfant, mais c'est beaucoup plus fréquent à l'enfant qu'au père. Mais ça existe aussi quand c'est au père. Donc quand l'enfant entend ça toute son enfance, que le parent n'est pas intenté à sa vie, les phrases le suffisent. C'est pour ça que dans la loi d'attraction, les mots sont créateurs, le verbe est créateur, comme c'est évoqué dans la Bible. Plus vous le dites, plus vous créez les choses. Alors, nous sommes tous de puissants aimants, référents. Vous êtes ce à quoi vous aspirez. Alors, ce qui est intéressant, dans le mot aspirer, c'est quoi? Oui, vous avez raison. Tout à fait. Il y en a une qui suit, c'est bien. Non, c'est bien. Les autres s'imposent. Alors, on continue. Dans le mot. Vous avez raison. C'est très bien. Alors, dans aspirer. Spirale. Dans le mot, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça? Aspirer, il y a spirale, c'est ça? Voilà. Donc aspirer, il y a inspirer, expirer, mais il y a aspirer, c'est le côté aspirateur. Okay. Aspirer. Donc c'est pareil, le mot attraction. Donc ce à quoi vous aspirez. C'est l'histoire de l'étoile. Donc ce référent. Tout autour de nous nous aspire. Tout ça. Tout à l'heure on disait que l'univers conspire contre nous. Donc conspirer, il y a aussi la connotation d'aspirer. Il y a aussi la connotation d'expirer, de respirer. Si on va plus loin, tout changement vient de l'intérieur. Ça c'est assez connu, on va voir comment et pourquoi. Agir sur ses émotions, sur ses vibrations qui nous entourent, sortir de la peine. Donc tout changement vient de l'intérieur, ça veut dire que tout ce que je aime quelque part, quand je tombe amoureux de quelqu'un, de quelque chose, d'un pays, ou d'un voyage, ou d'une personne, quand je tombe amoureux de quelqu'un, c'est je qui tombe amoureux. Et ce que je vois dans l'autre, c'est les choses que je aime. Donc je tombe amoureux de moi, à tout instant. Venant de l'intérieur, c'est ça. C'est que à l'intérieur de nous, on a ce fameux binaire actif-passif, masculin-féminin, attractif-répulsif, qui fait que la problématique, comme on l'a souvent évoqué, c'est l'histoire du tu qui tue, c'est-à-dire qu'il faut éviter, dans la relation, quelle qu'elle soit, avec soi ou avec l'autre, de mettre la faute sur l'autre. C'est pas il m'a trompé, c'est je me suis trompé. D'accord? C'est pas il est méchant, c'est je ne suis pas orienté dans ma vie. C'est pas il me bloque le chemin, c'est je ne fais rien dans ma vie, c'est je n'avance pas dans ma vie. Lorsque je suis dans ma voiture et que je klaxonne après quelqu'un, ce qui me dérange, c'est l'autre. C'est pas qu'il soit incorrect devant moi, même si beaucoup le croient. C'est pas qu'il soit irrespectueux. Ce qui me dérange, c'est qu'il me bloque le chemin. Et quand je me mets en grippe après lui et que je le klaxonne, je devrais me poser la question, à quel endroit, moi, dans ma vie, je me bloque? À quel endroit je me mets des bâtons dans les roues? Et quand vous énervez après quelqu'un, l'effet miroir, c'est il me bloque, mais en fait, c'est pas ça, c'est il me donne un signe. Ce signe, c'est à quel endroit, moi-même, je mets le bâton dans les roues. Et si je ne me mettais pas dans le bâton dans les roues, action, réaction, attraction, je ne serais plus derrière lui, ou si je serais derrière lui, je serais zen, parce que j'aurais autre chose à faire à ce moment-là. En fait, c'est la manifestation extérieure du débat. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Quel est le Puisque j'aime, c'est je m'aime. Ce que je suis. Enfin, j'aime un tel, c'est je m'aime. Ou plutôt, je reconnais en l'autre ce que j'aime en moi. Oui, mes potentialités. Ce que je voudrais Mais ma créativité. Alors, à quel moment est-ce qu'on aime réellement l'autre? Alors, on aime réellement l'autre. Ça fonctionne comme avec le pardon. Les gens qui doivent pardonner, c'est-à-dire redonner par-dessus l'acte que l'autre a fait, si les gens doivent pardonner, c'est qu'ils n'ont jamais donné. S'ils ont donné, il n'y a pas besoin de pardonner. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Ceux qui doivent pardonner, c'est qu'ils ont repris. Ceux qui doivent pardonner, c'est parce qu'on leur a appris ce système-là. Et ils ont repris. Ils n'ont pas donné à fond perdu. Ils ont donné avec espoir que. C'est la même chose, c'est-à-dire que aimer, c'est aimer sans rien attendre en retour. Quoi qu'il se passe. Donc c'est un amour inconditionnel. C'est ça. Mais en même temps,
c'est aimer des choses constructives. D'accord. Il y a des gens qui peuvent démontrer leur amour en étant totalement passifs. Pourquoi? Parce que celui qui sera totalement passif sera peut-être par l'amour qu'il démontre ou par l'énergie qu'il éclaire, qu'il développe, beaucoup plus actif que tous les autres actifs qui n'ont pas ce don-là. Ben, si on prend l'exemple de Bouddha, qui peut être totalement passif par rapport à des tas d'autres gens dans l'action, ben, il a tellement d'empathie et d'amour qu'il n'a pas besoin d'être plus actif que ce qu'il est passif par rapport à la majorité des gens actifs qui sont totalement passifs. En gros, c'est laisser les morts enterrer les morts. Concrètement, dans la vie réelle, entre deux personnes, parce que là, vous prenez l'exemple de Bouddha, c'est un exemple extrême. Mais l'amour, c'est dans ce sens-là, c'est l'amour universel. Alors, oui, mais pourquoi on prend les exemples extrêmes? Parce que si on ne prend pas les exemples extrêmes, si on ne va pas jusqu'au bout, on ne voit pas les différences. Si on reste entre deux eaux, on est entre deux eaux. Et entre deux eaux, on voit ces troubles. Donc c'est bien de prendre des exemples extrêmes. Maintenant, pour répondre plus facilement, il faut une question plus construite. Donc ce serait quoi votre question? Cette question, c'était quand est-ce que je vois que j'aime vraiment l'autre? C'est ça? C'est ça. Merci. Alors, quand je vois que j'aime vraiment l'autre, puisqu'il y a une majorité de femmes, tant mieux. Puisqu'il y a une majorité de femmes, tant mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand est-ce que vous voyez que vous aimez vraiment votre enfant? C'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Oui, mais là, l'enfant, c'est pas pareil. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord que c'est pas pareil, mais on fonctionne par parabole, d'accord? Par exemple, on l'aime, alors qu'un homme, on l'aime plus. on est d'accord, mais justement, pour répondre à la question, c'est quand, justement, on peut aimer comme on aime un enfant. Donc de manière inconditionnelle. Oui. Sans conditionnel. Oui. Mais là, c'est pas ça. Mais ça marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. On est d'accord, mais je vous ai gardé une phrase pour la fin, elle sera toute à la fin et elle va vous aider là-dessus. C'est par rapport à l'actualité, d'ailleurs je l'ai entendu aujourd'hui, donc je vous l'ai pris pour aujourd'hui. On va le regarder à la fin pour répondre à ça. Si on continue à avancer par rapport à cette fameuse attraction, et justement par rapport au secret ou à tous ceux qui ont pu écrire là-dessus, ils parlent souvent de la gratitude, de l'empathie, de la visualisation et de l'objectif. D'accord? Donc, les deux premiers, gratitude et empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez prendre, c'est évoqué dans toutes les philosophies, chaque jour comme s'il était le premier et le dernier. Ça veut dire quoi de prendre chaque jour comme s'il était le premier et le dernier? Non, oui, tout ça c'est bien théorique. Mais imaginez votre dernier jour. Dites-moi ce que vous allez faire le dernier jour. Si vous savez que demain c'est votre dernier jour, qu'est-ce que vous faites? Voilà. On peut dire des choses pas pour la santé, donc heureusement qu'il ne faut pas se le dire tous les jours, c'est d'être justement, si vous arriviez à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, à vous de voir. Et c'est pas du tout sûr. Maintenant, imaginez que vous soyez en prison pendant 20 ans. Qu'allez-vous faire le premier jour de la sortie de votre prison? Mais c'est vrai que c'est la question de la mort qui est avant. Si vous arrivez à vous mettre dans cette situation-là, d'accord? Et qu'allez-vous faire le premier jour où vous sortez de prison? Et bon, essayez de prendre plusieurs exemples, du copain de la copine, etc. Voilà. Et si chaque jour vous faites ça, ben, ça vous change une vie. Donc, par rapport à la gratitude, c'est ça. C'est-à-dire la gratitude envers justement tout ce qui est autour de nous. Et vivre chaque jour comme s'il était le premier et le dernier. On n'en travaille plus, là. C'est dans la pensée. Alors oui et non. Ça à voir. On ne travaille plus, pour moi je trouve ça à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un système qui nous fait travailler. Pour moi le système n'est pas correct du tout. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les humains avaient vraiment donné les techniques à l'être humain, mais ils ont gardé, tous ceux qui ont les finances ont gardé. Si ils donnaient le moteur à eau ou le fait que dans une seule molécule grande comme ça, on pouvait nourrir plusieurs galaxies, on n'aurait pas besoin de travailler. Et l'être humain n'est pas fait pour travailler. Donc je suis entièrement d'accord avec Alicia que si on veut respecter les principes universels, le travail n'existe pas. On va voir les choses à moitié. Alors, si
Si on continue. Oui, ça dépend quel travail. Tel que Alicia l'a évoqué. D'accord, moi je réponds à Alicia. Pour moi, si c'est mon dernier jour, tous les jours que je me lève, et je vais passer du temps avec mon fils, avec ma famille, dans la nature, je vais pas aller travailler. Et si le travail n'existait pas parce qu'on nous avait donné les moyens qui n'existent pas, et ce que l'être humain est fait à faire, il n'est pas fait à travailler. Et pourquoi il n'est pas fait pour travailler l'être humain? Il faut bien se nourrir. Il doit travailler de façon destructive. Ah, ben voilà. S'il aime son métier. Si c'est une passion. Est-ce qu'une mère qui éduque son enfant travaille? Voilà, pour moi c'est la réponse, d'accord? On travaille tous Oh. les jours. Quand elle a 3-4 enfants, qu'il faut... Elle éduque son enfant et elle peut avoir besoin d'aller travailler aussi. Ah oui, non, mais c'est un besoin, parce que Je ne dis pas qu'elle travaille, qu'elle a besoin de travailler, je dis que dans le principe, quand elle éduque un enfant, elle ne sent pas ça comme un travail. Et la vie que l'être humain devrait faire, c'est une vie sans travail, comme une mère élève son enfant. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de précieux ce que fait une mère pour son enfant. Mais ce n'est pas du travail tel que la société nous l'impose aujourd'hui. C'est un travail bien plus grand, bien plus beau, bien plus précieux. Non, mais pour faire ce travail, il faut travailler. Oui, mais d'une façon... Au jour de jour. Oui, mais c'est comme ça que je vois. Voilà, non, ce que je veux dire, soit on est au niveau solution, soit on est au niveau problème. Okay, si vous voulez me faire parler au niveau travail, au niveau problème, bon, je ne suis pas trop là pour ça. Si vous voulez me faire travailler, on évoque le travail au niveau solution, je vais vous donner des symbolismes, des paroles gauches, des parallèles à mettre en place. Si on va un petit peu plus loin, être positif, heureux, joyeux, partout de créer, d'apprécier la joie, donc un état d'être ou notre état d'être. Sans s'inquiéter, sans compétition, parce que ce dont on est éduqué, comme on a pu évoquer tout à l'heure dans la peur, dans le cadre, donc s'inquiéter, compétition. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend à regarder quoi? La femme du voisin, la voiture du voisin, la maison du voisin et l'entreprise du voisin. Donc en gros, on nous éduque à faire quoi quand je dis la femme du voisin, la maison du voisin, l'entreprise du voisin? Plus qu'à comparer, à les prendre à l'autre, manger et à les prendre. D'accord? Dans cet état d'esprit, c'est pas anormal qu'il y ait des gens qui tuent des gens. D'accord? Parce que si on nous demande de regarder la femme du voisin, la maison du voisin, la voiture de l'entreprise du voisin, on est d'accord. Mais dans cette philosophie-là, pourquoi ne pas tuer le voisin pour être à sa place? Donc sans s'en prendre aux autres, justement, comme on a vu, sans se battre, sans prendre aux autres, sans critiquer. Donc c'est déjà important aussi, par rapport à la loi d'attraction, le sage, entre guillemets, ou la personne attractive, positive, va se mesurer au nombre de paroles positives qu'il dit. Plus vous avez de paroles positives, plus vous allez attirer le positif. Plus vous avez de paroles négatives, plus vous allez attirer le négatif. Quelle est la phrase la plus handicapante? Quelle est la phrase qui surconsomme le plus? Est-ce une phrase positive ou est-ce une phrase négative? Pourquoi est-ce la phrase négative? Parce qu'elle est plus lourde, elle a ne pas en plus, parce qu'elle consomme plus, on doit écrire plus de choses, on doit dire plus de choses. Donc, tout ce qui surconsomme n'est pas la solution. Donc, une phrase positive va beaucoup plus nous aider à pouvoir se sortir des difficultés, donc de ne pas critiquer. Les philosophies disent quoi? Qu'avec l'âge vient la sagesse. Ça veut dire qu'on est bébé, on est enfant, on est ado, on est adulte, et après on est sage. Donc si avec l'âge vient la sagesse, on peut regarder ce que font les sages ou les gens âgés pour apprendre d'eux, justement, et éviter de critiquer. On pourrait faire une loi au sein de l'entreprise, hein, cette On est d'accord. Les gens qui tuent les autres On va y venir. Donc vous avez tellement raison de vos problèmes que vous ressassez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis tout petit, à l'école, on vous demande de résoudre des problèmes. Depuis tout petit. Donc c'est normal qu'on soit entouré de problèmes, parce qu'on nous a appris que les problèmes. On ne nous a pas appris à travailler sur les solutions. Donc les peurs pompent les énergies. C'est comme des vampires, plus on a de peur, plus
Au lieu d'aller dans un sens, on va dans l'autre. Donc on s'use. C'est comme si on était en première à 100 km/h en voiture. Rester dans le passé et les problèmes, ou se positionner dans le présent et la solution. C'est-à-dire que, on a vu tout à l'heure, soit on est dans le passé de regret, soit on est dans le futur de peur. Le présent est le temps le plus important. Quand on dit à quelqu'un je t'amène un présent, c'est je t'amène un cadeau. Donc le présent est le cadeau des 3 temps, le plus important. Et quand on parle en 2012 de la fin des temps, c'est la fin des temps passé, futur. Ça veut dire qu'il n'y a plus que le présent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres sur le temps présent. Ne pas avoir d'attente, comme on a pu évoquer. L'attente, souvent, c'est passé. Quand on attend, on est dans le passé, on est dans le présent, dans le futur. Mais choisir son chemin, son futur ou son présent. Trouver quelque chose qui me fascine, qui me passionne, comme on a pu le voir, c'est-à-dire voir quelle est notre créativité, alignement vibratoire à ce que l'on veut, à son étoile, donc pour garder cette stabilité. On est des aimants, on est des amants, on est des aimés. Donc tout ceci, il y a des vibrations justement, qui peuvent nous aider à comprendre, ne jamais se décourager, travailler sa foi, donc avoir une foi immense. On a donné quelques exemples aujourd'hui. Quand la mère éduque son enfant, elle est dans la foi. Elle n'a pas de peur là-dessus. Notre intention vers ce que l'on désire, tenir la longueur, être résistant, donc c'est sûr que c'est pas si facile que ça. Alors pourquoi c'est pas si facile? Pourquoi est-ce que notre vie, elle n'est pas si facile? Il y a peut-être des raisons énergétiques, ou des raisons attractives, ou des raisons de gravité. On est sur une planète de gravité, donc de lourdeur. Donc on est éventuellement des êtres divins venant faire une expérience terrienne, humaine. Donc éventuellement on est venu se charger de matière. On est peut-être venu faire évoluer la matière, puisque symboliquement notre estomac est comparable à un alambic. Cet alambic, c'est quoi à quoi sert un alambic? À distiller. Qu'est-ce qu'il en sort? L'essence. Donc l'essence, la quintessence, ou encore éventuellement l'essence, l'essentiel. L'essentiel, dans le langage des oiseaux, c'est quoi? Comment on peut l'écrire, l'essentiel, de différentes façons? 99 plus 1, ça fait 100 ciel. Donc, la distiller, ce qui sort de cet alambic, c'est la quintessence, la 5e essence. La 5e essence, c'est quoi? La terre, l'air, l'eau, le feu. La 5e essence, c'est quoi? C'est l'amour. C'est représenté aussi dans le film le 5e élément, par la femme, qui est l'amour. Donc le 5e élément, lorsque vous mettez une bougie en fonction, elle a 4 éléments, la terre qui est la cire, l'air, l'eau qui est la cire liquide et le feu, qui crée le 5e élément, qui n'est pas la lumière mais qui est la chaleur. Donc la chaleur est représentée comparable à l'amour. Donc lorsque on met une bougie de 4 éléments en fonction, que les 4 éléments fonctionnent, qui crée le 5e élément, et lorsqu'on se pose à côté d'une bougie, lorsqu'on est proche d'une bougie, quand on regarde la bougie ou pas, elle a un effet diapason qui fait qu'elle crée le 5e élément, elle crée l'amour, et lorsque dans ces lieux de prière, ou lorsqu'on va être calme, on met une bougie auprès de soi, cet effet diapason crée la même chose en nous, on a les 4 éléments, et la bougie nous pousse inconsciemment à faire le 5e élément, à créer l'amour. Donc les prières sont beaucoup plus faciles lorsqu'on est proche d'une bougie que lorsqu'on n'est pas proche d'une bougie. Donc le symbolisme de la bougie, énergétiquement, dans l'attraction, fait ce qui fait un mécanisme, donc mécanique, terre, eau, feu, qui crée une énergie qui fait qu'en nous, ça crée la même chose. Donc c'est aussi pour ça qu'on met ce symbole et on met cet outil à côté de nous pour les prières. Donc pour l'élévation, telle que la flamme, la bougie crée de la chaleur, l'être humain qui est pris crée cet amour. Plusieurs clairvoyants ont pu démontrer ce que construisaient les anges avec les matériaux, les prières des fidèles dans les églises, dans les synagogues et autres. Donc vous avez des livres de clairvoyants qui vous montrent ce que font les anges des matériaux que les fidèles donnent dans des prières. Alors demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc, ceci, la loi d'attraction, c'est connu depuis quand? Depuis fort longtemps, d'accord, et il a fait que reprendre des choses qui étaient déjà écrites. D'accord. C'est des enseignements vieux de l'origine, et bien plus loin que l'origine. Parce que si on imagine, et si on croit que
Et la réincarnation, c'est d'une vie à l'autre, mais c'est pareil par rapport aux planètes. Et c'est pareil par rapport aux humanités. Le microcosme et le macrocosme, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on s'amuse à comprendre les réincarnations d'une vie à l'autre, on peut s'amuser à comprendre les réincarnations d'une humanité à l'autre, et de planète en planète, et d'univers en univers. Plus vous voyez grand, plus vous voyez large, plus vous avez d'hypothèses, plus vous voyagez, les voyages dans la jeunesse, plus vous avez de solutions. Si vous ne voyagez pas, vous avez plus de difficultés à avoir de solutions. Maintenant, on peut voyager de différentes façons. Physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. On peut voyager avec des livres, avec des films, avec des histoires, avec des fables, avec des contes, et ainsi de suite. Mais si vous ne voyagez pas, si physiquement, si vous ne méditez pas, si vous ne priez pas, si vous n'écoutez pas les fables, si vous n'avez pas d'exemple de parents, de grands-parents qui vous racontent des histoires, vous ne voyagez pas, ça sera beaucoup plus difficile. Sauf si votre compte en banque est rempli, que par rapport à votre incarnation, vous avez déjà votre compte en banque rempli. S'il est rempli, ben, vous n'avez pas besoin de voyager. D'accord ? Vous avez déjà tout. Mais votre destinée, elle sera similaire à un grand avatar. Donc vous ne serez plus au mouton en ce moment. Donc ça, on l'a vu, optimiste. Changer sa collection. Voilà, les petits bonheurs, les petites choses. Souvent, on a des petites choses que l'on ne veut pas, dont on ne veut pas se débarrasser, parce que ça appartient aux parents, aux grands-parents, à ceci, à cela, parce que ça appartient à l'ex, parce que c'est un souvenir, et ainsi de suite. Il y a un livre comme ça qui s'appelle Le Retour, dans les éditions Ariane, Le Retour, avec donc c'est une personne qui décide de faire un voyage initiatique, et la dernière chose qu'elle garde, cette personne, c'est son album photo. Jusqu'au dernier moment où elle est obligée de lâcher, y compris son album photo. Donc très souvent, toutes ces choses-là ne nous aident pas à nous élever. Ça nous garde plus dans le passé, dans les difficultés, que dans la progression. Ça veut dire qu'on doit pouvoir se détacher. C'est-à-dire que mon album photo, je peux l'avoir si je ne suis pas addict. C'est-à-dire, si demain je le perds et que ça ne me fait rien, c'est pas grave. D'accord ? Si demain je le donne et que ça ne me fait rien, c'est pas grave. Donc je peux l'avoir dans ces conditions-là. Mais si je ne peux pas m'en détacher ou si je le perds, j'en veux à la terre entière, c'est pas bon. Donc la phrase je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, plus je me répète ça, plus je me répète je veux pas de facture, et puis j'ai des factures, plus je me répète j'ai pas de chance et j'ai pas de chance, et ainsi de suite. Oui. Pour recevoir l'amour, il faut en donner à chaque instant. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Des joies à chaque instant, de la beauté. Donc la beauté, c'est ce qu'on appelle aussi dans les philosophies les vertus cardinales. Plus vous vous rapprochez de la musique, pas le boum boum, mais la musique élevée, de la sculpture, de la peinture, de l'art, des arts majeurs, plus vous vous rapprochez des éléments qui sont fins, que l'on affine, des choses affûtées, et plus vous êtes affûté vous-même, plus vous êtes fin, et plus vous pouvez justement vous rapprocher de l'essentiel, donc du ciel. Et en même temps faire le choix entre ce que l'on regarde et ce qu'on écoute, ce qu'on fait de sa vie. Donc merci de tout ce que j'ai, fêtez chaque occasion, même la plus petite, chaque jour, comme si c'était chaque jour son anniversaire, saluer le soleil, la vie chaque matin. Le soleil c'est important dans beaucoup de philosophies, Salut le soleil le matin, le midi, le soir, la méditation, et ainsi de suite. Le soleil est comparable justement, philosophiquement, ésotériquement, au Père qui donne. Et la terre reçoit. Donc apprécier le soleil, c'est apprécier le recevoir. Se lever chaque jour avec la lumière dans les yeux, donc par rapport à ce que la mer donne, donc la terre, Gaïa, dire les choses avec tendresse, marcher dans le monde avec l'intention du présent, s'ouvrir à la vie et aux autres, dévorer la vie avec appétit, améliorer tout ce que l'on peut, se rapprocher chaque jour de son idéal, pratiquer le faux rire. Et donc guérir, on l'a déjà vu plusieurs fois, il y a... Qu'est-ce qu'il y a dans le guérir ? Rire. Donc, pour guérir, il faut être gai et rire. Et c'est marqué. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont eu des graves maladies et qui se sont soignées uniquement par le rire, c'est-à-dire en prenant des vidéos de Chaplin ou autre, ou
Ouais, elle a dit, en prenant ce qui lui faisait plaisir pour elle. Et comme elle y a cru, ça a fonctionné. Alors je regarde la dernière phrase pour la fin. Faire la liste de tous nos désirs les plus fous, inventer la machine à revivre les meilleurs moments, vivre chaque jour comme s'il était le dernier, puis le premier, vivre chaque jour comme une fête, s'offrir les moments rien qu'à soi. Ça aussi c'est important, parce qu'on a vu que pour être un référent, il faut être heureux. Donc si on ne pense pas à soi, ça colle pas, il faut penser à soi. Pas d'une façon égoïste, ni destructive, mais d'une façon référente. Mettre le beau partout. Alors avant de vous montrer la dernière phrase, est-ce qu'il reste une question ou deux auxquelles on n'a pas abordé, que vous auriez aimé aborder, parce qu'on est arrivé au bout de notre temps, les 21 heures. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, que vous vouliez aborder? Sinon je vous montre la dernière phrase, qui est d'actualité. Alors je vais vous la donner. Tu la lis, parce que moi j'ai des manger. Alors, si un homme peut montrer tant de haine, en fait, cette phrase vient de ce qui s'est passé à Oslo, en Suède, par rapport au massacre qu'il y a eu, de l'homme qui a tué tout le monde. Donc, suite à ça, une personne a commenté, et cette personne, donc, je ne connais pas son nom, enfin, il est marqué, mais je ne sais pas lire, Renaté, donc c'est René son nom. Si un homme peut montrer tant de haine, donc avoir tué tant de gens, pensez à combien nous pouvons ensemble combien d'amour nous pouvons montrer ensemble. Nous pouvons montrer ensemble. Oui, c'est-à-dire que... Pour manifester et manifester. Manifester. Oui, c'est la traduction qui est difficile. Pour manifester ensemble. C'est-à-dire que si un seul homme peut montrer tant de haine, il faut savoir, à nous tous, donc à deux même, mais à plus, combien d'amour on peut montrer. Oui, parce qu'on a plus d'amour à donner que de haine. Enfin, oui. Donc cette phrase, c'est un petit peu la même chose, cette phrase, que lorsque, en Amérique, souvent, vous avez un enfant qui a été tué, quel que soit son âge, et dont la mère, qu'est-ce qu'elle dit la mère? Elle dit « Je pardonne au meurtrier de mon enfant ». On est d'accord, on n'est pas en train de parler de ça, on est simplement en train de prendre, comme en musique, d'accord, si vous prenez des musiques classiques de haut niveau, ou des peintures de haut niveau, ou des sculptures de haut niveau, on est d'accord qu'on n'est pas capable de reproduire ces choses-là. Mais plus on a des référents élevés, et plus on arrive à faire la même chose qu'eux. Voilà. Si je suis étudiant et que je veux devenir architecte, je vais me référer à tous les architectes que j'apprécie, qui peuvent avoir eu lieu, que ce soit des architectes dans le moderne, dans l'ancien ou dans le contemporain. Et plus je vais me rapprocher du type d'architecte que je préfère, et plus je vais avoir des idées. Donc plus je vais côtoyer des hauts référents par rapport à ma destinée, et plus l'énergie va me venir. Ça a été démontré plusieurs fois, y compris par rapport à, dernièrement, il y a eu je ne sais pas pour ceux qui sont allés, samedi, il y avait un film qui s'appelle Faux départ, qui a été tourné il y a depuis 5 ou 6 ans. Ce film explique les NDE en partie, donc ce qu'avait fait Raymond Mondi en Amérique, donc là on a fait la même chose de façon française, et par rapport à ça, il a été démontré que tous ceux qui travaillaient et qui essayaient de comprendre donc, comment le phénomène s'est passé, tous ceux qui ont parlé avec eux et qui ont appris d'eux, ils se sont aperçus que tous ces gens qui ont fait ce voyage du commun, qui ont vu le tunnel et qui ont rencontré et qui sont revenus, tous ces gens-là avaient une autre philosophie dans leur vie. Et en même temps, ils avaient même une autre écriture. Ils ont comparé l'écriture avant et l'écriture après. Et tous ceux qui se sont amusés à travailler avec eux, les aider à les comprendre, sans arriver à intégrer leur même euphorie, sans avoir fait le voyage. Donc c'est la même chose au niveau de l'attraction. Donc plus on fréquente des référents positifs ou destructeurs, plus on va prendre leur teinte. L'attraction, la répulsion fonctionne comme ça aussi. Voilà. En résumé, beaucoup d'amour dès demain. Je vous remercie.